en demandant une vidéo classée appelée Flying Saucer Talk des années 50. Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Un grand bonjour. Regardez, ce député Burleson aurait demandé à l'université de Harvard, que dans leur laboratoire, ils publient une vidéo qui s'appelle quelque chose comme Flying Saucer ou soucoupe volante. C'est une vidéo, un enregistrement qu'ils gardent secrètement depuis 1952. Et il se trouve que ces universités, et puis aussi leurs laboratoires, captent parfois des choses assez étranges, qui sont tout simplement classées, censurées ou bloquées par eux-mêmes. Et donc maintenant, dans cette idée de divulguer des informations sur le sujet, il faut enquêter sur les laboratoires, voire sur les entreprises axées sur le domaine militaire, qui pourraient détenir des informations importantes pour comprendre le sujet. C'est pour cela que je vous disais, cette ère de déclassification a commencé avec ces documents qui ont été rendus publics depuis déjà des années. Eh bien, cela s'accélère de plus en plus, surtout parce qu'à chaque publication, il surgit ce genre de choses où l'on se dit « Eh, et qu'en est-il de cette entreprise? Qu'en est-il de cette université qui possède ceci ou cela ?» Ou bien très souvent, on sait déjà ou on a déjà cette information, mais personne ne leur demandait absolument rien. Avec cette divulgation, d'autres prennent courage et disent que cela soit révélé ou moi j'ai vécu ceci et ces informations prennent de l'ampleur. Eh bien ici nous allons reconstituer la chronologie de toute cette situation, à tout ce qui se passe. Faites attention à ce qui suit. Il y a une affaire dans laquelle il était question de 3G. D'accord? 3G ou 3 avions de chasse ont eu une rencontre avec un ovni. 3, 13. 13 jets, 13 jets ont eu une rencontre avec un objet volant non identifié. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, parmi les dossiers qu'ils m'ont révélés, comme il y a tellement d'informations, petit à petit, ça se détaille, tu vois, on extrait quelque chose qui attire l'attention. Et, eh bien, d'après les rapports de ce qui a été extrait. Donc, la Fondation Disclosure, une organisation à but non lucratif qui se consacre au sujet de l'existence des pannes, OVNIs, a obtenu 334 pages du rapport publié par l'Agence de sécurité nationale des États-Unis où, dans ces documents, il y a un rapport de suivi par radar, axé sur des messages militaires et de renseignements concernant ce qui apparaissait à l'écran à ce moment-là, pendant la guerre froide. Donc, oui, c'est un dossier, disons, assez ancien, où il parle d'un incident au cours duquel 13 avions de chasse ont été envoyés pour poursuivre un seul ovni qui avait été détecté par ce radar militaire. D'accord. Ce dossier, évidemment, est super censuré. En gros, c'est essentiellement un carré noir. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais des dizaines et des dizaines d'incidents impliquent des avions de chasse de fabrication soviétique, comme par exemple le MiG, poursuivant des essaims d'objets inconnus, y compris une observation également au-dessus de la Chine et d'autres, où 6 MiG ont été envoyés et ont été vus en train d'attaquer cet ovni. C'est-à-dire, les MiG sont ces avions russes, n'est-ce pas? Oui, ce sont des avions russes. Donc, ils attaquaient, étaient tirés un peu sur cet objet volant non identifié. Ça, eh bien, c'est une partie de ce qui est révélé en ce moment et qui montre à quel point cette situation est étrange, à quel point c'est bizarre, non? Exactement. Exactement. Et même dans le même dossier publié récemment, ils disent non, c'était des ballons. Vous savez, la classique. La classique, oui. Ce qui attire l'attention, c'est que ces dossiers, même s'ils sont super, ils sont super censurés. Ils ont aussi la mention pas top secret, non, Umbra de Alto Secreto, qui est le niveau le plus élevé de la NSA pour les messages les plus secrets. Donc ce n'est pas top secret, c'est au-delà, plus que secrète. Oui. Donc Umbra, c'est comme ça que ça s'appelle. Umbra de Alto Secreto. Umbra de Alto Secreto est le document de niveau le plus élevé. Eh bien, imaginez, là on parle déjà d'objets, donc en train de leur tirer dessus, enfin, plutôt des jets tirant sur des objets. Dans ce cas, donc les Russes, c'est vraiment hallucinant, mais entre chaque déclassification, de nouvelles choses apparaissent. Pas seulement des États-Unis, dans ce cas par exemple de la Russie. Russie, il faut se rappeler que lors de cette rupture, quand l'URSS a pris fin, pour ainsi dire, il faut se rappeler que beaucoup de ces documents que possédaient le KGB et la Russie de l'époque, l'URSS, ne sont pas tombés entre les mains des États-Unis. Ils achetèrent les documents pour obtenir toutes les informations de renseignement avant que, autre chose n'arrive. Pas exactement. Et bon, pour donner un peu plus de détails sur ce cas en particulier, parce qu'on vient d'en évoquer plusieurs,
Oui, celui des 13 avions d'après ce qu'ils rapportent. Ils envoient donc ces 13 avions pour poursuivre l'OVNI. Et donc, d'après ce qu'ils disent, cet OVNI avait 2 lumières jaunes, il volait à basse altitude, il a changé de direction du nord vers l'ouest à cet endroit. Il ne faisait aucun bruit. Nous parlons des années 60, 70, nous parlons d'une époque. À une époque sans technologie avancée, ces objets existaient déjà et faisaient ce qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, exactement. Et une autre description ressemble beaucoup à l'image que nous avons partagée de l'étoile. Parce qu'il parle d'un objet qui ressemble à une grande étoile, qui, selon les témoins, montait et descendait à grande vitesse et à une altitude vertigineuse. C'est une altitude très élevée. Le rapport sur l'objet en forme d'étoile ressemble donc à la vidéo qui a été publiée par le Pentagone il y a environ 2 semaines, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire, il commence déjà à émerger, disons, au moins une idée que ces objets ne... Comme le dit André, celui-ci est ici. Ce n'est pas qu'ils ont une forme très étrange comme, une piñata, comme une étoile avec des pointes. Il y a des images qui ont commencé à apparaître de différentes sources, montrant que ces objets circulent depuis longtemps, et ces photos existent depuis longtemps, mais elles étaient tellement étranges qu'on supposait simplement qu'elles devaient en être fausses. Jusqu'à ce que, tout à coup, des rapports officiels sortent et parlent spécifiquement de ce sujet. N'est-ce pas? Et curieusement, la NSA, qui est ce bureau du gouvernement qui garde beaucoup de secrets des États-Unis, eh bien, il paraît qu'ils ont mené une lutte féroce pour ne pas divulguer une partie de ces rapports, y compris ce rapport de 334 pages qui est resté classifié jusqu'en 2009. Eh bien, imagine ça, c'est-à-dire la tentative de censure continue, n'est-ce pas? On en a aussi parlé. Des membres du Congrès se sont déjà plaints, affirmant qu'on essaie de cacher. Mais au final, il y a une force de plus en plus grande et puissante qui veut que l'information soit révélée, mais il y a aussi une autre force puissante qui veut, que cela reste secret. Donc, c'est là où nous en sommes en ce moment, n'est-ce pas? Nous essayons donc de faire en sorte que cela se produise. Non seulement ce rapport complet est divulgué, il fait, comme on dit, 300 et quelques pages. Rien que celui-ci, 334 pages, et il était donc classifié, et petit à petit. Ces informations doivent être étudiées, des rapports des années 50, des années 60, des années 80, c'est-à-dire il y a encore beaucoup à explorer et à continuer d'analyser, n'est-ce pas? Par exemple, ces dossiers, spécifiquement de la part de la NSA, ont été remis 10 jours avant qu'ils ne soient rendus publics cette dernière fois. 10 jours avant. 10 jours avant, ils ne voulaient pas les publier. Non, mec, c'est que Diego aussi, quoi. Enfin... Ils n'étaient plus ultra secrets. Mais disons qu'ils ne les divulguaient pas, non? Exactement. Enfin bon, c'est comme ça. Maintenant, la question que je vous pose, c'est que font les autres pays? Enfin, la France avait dit qu'elle allait divulguer. Le Japon l'a également annoncé récemment qu'ils allaient enquêter sur certains cas qui ne compromettent pas la sécurité nationale. C'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Le grand classique avec ce prétexte, ils peuvent prendre des mois ou des années, sans rien déclassifier, parce que, la sécurité nationale, c'est toujours la même excuse. Sinon, l'autre excuse, souvent utilisée par de nombreux gouvernements, consiste à tourner le sujet en dérision. C'est-à-dire, ils disent ah oui, haha, et ils rient du sujet, ils le minimisent, le grand classique. Et bon, avec ça, on ne parle tout simplement de rien du tout, non? Passons à d'autres sujets, parce que la nouvelle, l'une des plus étranges et des plus importantes, concerne une substance qui est apparue aux États-Unis, et qui a déjà laissé 19 personnes hospitalisées. On y revient dans un instant. Je voulais juste saluer la communauté. Karima arrive, José Zaraté, Zaratea, Darwin Blanco, content de te voir. Darwin, ça faisait longtemps. Salut. Darwin? Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, content de savoir que tu vas bien, j'espère que ta famille aussi. Tapatia Plus, comment vas-tu, Francisco Arce? Salut à toi. Nico Gus Ofemendes, un grand bonjour. Edilcia, Dals Photographie, le papa de Nova. À toute la communauté qui arrive, énorme salutations. Et bon, passons à la conversation. Si vous voulez et pouvez, mettez un like. Vous savez déjà quoi faire, partager, mettre un like, tout ce qui peut soutenir la chaîne. Vraiment, c'est très apprécié. Dals, comment vont les choses en Uruguay? Raconte-nous, s'il te plaît, comment ça se passe. Et pour les amis qui sont à New York, ceux qui sont là-bas dans le nord-est, à New York aussi, pas ici à Coahuila. Dites-nous comment était la question de la chaleur, qu'aujourd'hui même dans le Connecticut on en parlait, non? Et on nous disait qu'il faisait chaud, qu'ils étaient en train de rôtir là-bas. Il y a eu de l'orage ou de la pluie ici.
C'était bien, agréable. Très agréable, il fait très frais. Honnêtement, c'est très étrange, vraiment. Ça oui, la circulation est chiant, chaotique, mais c'est surtout à cause de la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de constructions, et c'est bien parce qu'il laisse des choses très intéressantes qui n'avaient pas été réalisées auparavant. Oui, bulletin d'information numéro 2. Comme disait Panterita ou César, il salue et affirme que le gouvernement des États-Unis est vindicatif, n'ayant fait que de fausses promesses sur les discussions de sites web sans concession. C'est pourquoi je n'y crois pas. La disparition des scientifiques est très préoccupante. C'est vrai, oui. Et regarde, aujourd'hui nous avons parlé d'un cas qui n'est pas un scientifique, n'est-ce pas? Peut-être que c'est un ou une. Une. Agente là-bas, ils ont quelque chose comme une agence de sécurité, une agence énergétique ou de sécurité énergétique, je ne sais pas comment ils l'appellent, mais eux aussi, ils ont comme leur badge, leur... comment ça s'appelle? Comment ils appellent ça? Oui. Leurs insignes, comme ceux de la police, en fait, c'est un sujet très délicat ici. Je ne le publie pas parce qu'on te l'enlève. Je ne sais pas, si tu mets un passeport, quelque chose comme ça, tu le mets. Oui, mais même si les passeports sont bloqués avec les noms et tout, le système le détecte et il te l'enlève, il te retire la partie de la vidéo ou il te l'enlève en entier. Ça, je le comprends, mais je comprends pourquoi. Parce que tout à coup, tu pourrais rendre public, c'est-à-dire des informations personnelles de quelqu'un. Je comprends qu'on prenne ces précautions, ça me paraît correct, mais parfois c'est exagéré et parfois, même si tu as supprimé ces informations, ça les détecte automatiquement et donc je n'ai pas voulu le publier, mais j'ai cette information. J'ai ces photos de lui. De cette personne. Il s'appelle David, il me semble, si je ne me trompe pas. Chavez, oui, exactement. Ce monsieur sans enfant. Sans enfant. Oui, Fed Sin-Hijos. Il s'appelle, je ne sais pas, c'est comme le nom de famille José. Bon, son nom de famille, c'est par exemple Juan Sin-Hijos. Ce n'est pas le nom de famille Chavez. Ce personnage n'est pas bon. Ce monsieur meurt à 56 ans. Tu dis, eh bien, je veux dire, ce n'est pas un âge très courant pour mourir. Mais apparemment, il avait le Covid. C'est ce qu'ils disent. Non. Non, il n'y en a pas. Je n'ai pas trouvé, ni vu de rapports familiaux confirmant ou infirmant cela, c'est ainsi qu'il le déclare. Mais c'est une personne qui, des semaines auparavant, avait déjà dit à Luis Elizondo qu'on le pressait pour qu'il ne parle pas. Sur ces sujets d'OVNI, non. Soudain, il est retrouvé sans vie et, comme par hasard, cette information n'a jamais été révélée. Et ce n'est pas la première personne dont nous parlons. Ce n'est pas exactement la première personne dont nous parlons. Donc, il semblait qu'il y a une force puissante qui veut, un peu écraser ce genre de divulgation. Notez aussi des cas particuliers, comme celui de ce monsieur. Il disait que ce département de l'énergie des États-Unis était celui qui s'était chargé d'obtenir ces objets. Non humains, pour ainsi dire, pas des UAP ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, mais bon, c'est son travail. Non, cette agence s'était simplement chargée d'obtenir cette information. J'imagine que c'est parce qu'ils sont puissants, disposent d'une force de sécurité, et que ces objets apparaissent de toujours près de zones nucléaires. Ce monsieur était responsable de quelque chose lié au tritium, ce matériau nucléaire. Oui, donc ces objets ont eu beaucoup de liens avec le domaine nucléaire, c'est-à-dire ils sont toujours dans des centrales électriques, dans des zones nucléaires, donc c'est comme un prétexte. C'était comme, bon, ils peuvent enquêter, donc ils enquêtèrent là-dessus et ils sont tombés sur des objets apparemment non humains. Donc il allait le révéler parce qu'il disait qu'il l'avait caché. Et bon, au dernier moment, évidemment, il n'a jamais pu donner sa version, il n'a jamais pu dire quoi que ce soit, et malheureusement, à ce que l'on sache. Cette information, il ne l'a pas laissée à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, bon, ça va sortir plus tard. Eh bien, jusqu'à présent, à ce que l'on sache, il ne l'a pas laissée à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Mais maintenant que le sujet des scientifiques est rappelé, on s'en occupe. De voir qui d'autre est là-bas, qui paraît étrange. Lui, c'est un autre cas à ajouter, pas un scientifique, mais intéressant. Il y a une substance qui a laissé 3 personnes sans vie, 19 personnes dans cet hôpital, ce qui fait 25, voilà, bon, 25. Oui, parce que le nombre a augmenté, car plusieurs secouristes ont aussi été affectés par cela. Bon, pour commencer, cela s'est passé à Montaigne, là-bas au Mexique. Nouveau-Mexique. Oui, Nouveau-Mexique, où, un appel a été reçu au 911 signalant que des personnes étaient dans un très mauvais état. C'est une substance inconnue, on ne sait pas exactement, il n'est pas expliqué d'où elle vient, ni rien, c'est une maison rurale. Heureusement, elle est très éloignée des autres maisons. Et donc, selon la police d'État du Nouveau-Mexique, 3 des 4 personnes qui ont été retrouvées inconscientes ont déjà perdu la vie à l'intérieur de la maison.
et donc plusieurs ont dû être transportés dans des hôpitaux. Ces 25, je viens de le dire, 25 personnes ont dû être emmenées pour un traitement à l'hôpital d'Albuquerque. Parce que, eh bien, les premières personnes arrivées, les secouristes, ont été exposés à cette substance et ont également commencé à présenter des symptômes, des nausées, des vertiges. Ils se sont sentis mal. Antonella Alguir, pompière volontaire à Mountain Montaigne, a aidé à pratiquer la RCP sur une femme à l'extérieur de la maison et a vu les secouristes médicaux et pompiers commencer à tousser. Vomir, à mourir, à avoir des vertiges sur les bords. Et elle dit que c'est très délicat parce que, enfin, si déjà 3 personnes sont décédées, si même les secouristes eux-mêmes sont déjà mal en point. Non, au début, or, juste une parenthèse. C'est-à-dire, au début, non, nous avions un peu de doute, parce que cela ne sortait que dans les médias locaux. Antonella Alguir, j'attendais que cela sorte dans les médias nationaux, un peu pour, eh bien, Volontaire Montaigne, à considération des essaments l'une de celles qui sont dehors. Et ils ont déjà commencé, regarde, il y a déjà PBS aussi. PBS a commencé, qui rapporte déjà ses symptômes, nausées, vertiges. Ils ont mentionné Antonella, une pompier volontaire. Montaigne, ça a aidé qu'ils mentionnent encore les 18 parts, 25. Mais les médias locaux parlent déjà de 25, les hospitalisés. Regarde là, eux parlent encore de 22. Donc les médias parlent déjà du sujet, le sujet est... Bon, maintenant ils disent, maintenant chacun était dehors de la maison, et comme ça, en urgence, ils ont commencé à tousser. Il faut porter la combinaison spéciale car ils ignorent à quoi ils sont exposés. À quoi ils ont été exposés. Certains médias évoquent une possible drogue, une substance chimique selon eux. Maintenant, qu'est-ce que c'est qui sait? Parce qu'Antonella Alguir, certains disent que la pompière était dehors, exposée à l'air. Mais plutôt quelque chose qu'ils ont pu toucher en attrapant les personnes dans la maison, ou quelque chose qu'ils ont pu toucher en attrapant les personnes, ou quelque chose comme ça. Parce que ça ne s'est pas propagé au-delà de cette maison, pas de la maison, disons de la zone, d'accord? Et est-ce que les hôpitaux disent quelque chose ou ils n'ont rien dit? Les responsables des hôpitaux de l'Université du Nouveau-Mexique ont confirmé que 23 patients qui ont été exposés ont été évalués. Antonella est une pompière. Montaigne a aidé l'une d'entre elles. Celles qui présentaient effectivement des symptômes, ensuite certains ont déjà été, c'était s'ils avaient des symptômes, ensuite certains ont déjà été autorisés à sortir puisqu'ils ne présentaient plus de symptômes, qu'ils quittent la maison. L'hôpital indique que l'équipe médicale surveille 3 personnes aux symptômes graves ce soir. 2 secouristes, dont Antonella Alguir, sont concernés et en état grave. Montaigne fait partie des 3 personnes décédées et à l'extérieur de la maison, ils ont commencé à tousser. Ils seraient également à... Antonella, une pompier volontaire, a aidé les femmes qui étaient à l'extérieur de la maison et ils ont commencé à... Quel bon nom de famille. Wilson Silver de la police d'État du Nouveau-Mexique et la tout. Des urgences de Montonero. Antonella Alguir, qui est une pompier volontaire de la police d'État du Nouveau-Mexique, et le chef des urgences de Montaner, Josh Lewis. Il a aidé sur place puis a été hospitalisé pour observation. Le maire a indiqué sur les réseaux sociaux que le problème grave n'est pas lié au monoxyde de carbone ni au gaz naturel. Il tente d'identifier la substance à l'origine de cela. C'est vraiment étrange. À nos amis qui sont là-bas au Nouveau-Mexique ou dans cette région, nous leur demandons de nous tenir informés. Si vous voulez commenter quelque chose, nous resterons attentifs et nous continuerons à mettre à jour ces informations qui sont assez curieuses, n'est-ce pas? Exactement, et en ce moment, la zone est bouclée pour que personne ne s'approche, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut s'aventurer dehors ou toucher à quelque chose. Antonella Alguir, une pompière volontaire, pour que personne ne s'approche, car il y a toujours un curieux. Elle a aidé l'une des femmes qui a perdu la vie, elle était dehors. Jusqu'à présent, 3 personnes ont perdu la vie à cause de cette substance inconnue, et eh bien, c'est une menace pour le public. Antonella Alguir et Pierre, une menace pour le public. C'est-à-dire, en dehors de ce qui est étrange et du fait que ce sont des femmes, normalement, tu vois, quand il s'agit de drogue ou de choses comme ça, ils identifient très vite ce que c'est. Ils disent peut-être qu'ils ont inventé quelque chose de nouveau, non? Ou ils ont commencé à... Mais normalement, ils disent rapidement... Non. Eh bien, il s'agissait de telles choses, non? Et Antonella Alguir, une pompière volontaire de telle et telle manière, non? Et c'est resté comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, mais cette fois-ci, le fait de ne pas savoir, ça me paraît étrange, c'est très atypique au moins. C'est vraiment atypique, parce que si c'était un gaz, Montaigne, ça me paraît étrange. C'est très atypique au moins. C'est vraiment atypique, parce que si c'était un gaz, de quel gaz les toucher? Eh bien, c'est qu'il y a eu une fuite de gaz, c'était une fuite de gaz. Antonella Alguir, il y a eu une fuite pompier volontaire.
à une fuite de X, c'est-à-dire c'est ce qui serait le plus courant, n'est-ce pas? Quelle exposition ont-ils eu? Y a-t-il plus de risques ou non? Eh bien, j'imagine que cela devra être déterminé plus tard, n'est-ce pas? Mais ça donc au Nouveau-Mexique, cela devra être déterminé plus tard. Mais donc au Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis, faites attention à la maison et ils ont commencé à s'occuper d'autres affaires tosards. Écoutez. Oigan, Cela dans le golfe d'Oman. Nous voyons qu'il est plus courant que ces navires, dont certains sont petits, moyens, mais que les États-Unis, s'ils ne s'arrêtent pas, vont immédiatement les intercepter et les abordent. Il n'y a pas de passage. Il y a déjà près de 100 navires qui ont fait demi-tour. Ils ont aidé à empêcher, non, à l'extérieur ils ont commencé, la zone est bloquée. Et si nous observons cette région du détroit d'Ormuz, cette zone, n'est-ce pas, c'est celle que contrôlent les États-Unis. Aux États-Unis. Ici, les navires iraniens ne passent pas vers cette zone. De même, les pays qui sont ici, pas que tous sortent, il y en a à peu près 60 par jour, comme je le dis, c'est un nombre important, mais ce sont seulement des navires qui ont, une connexion avec le Pakistan, une connexion avec la Chine et avec la Russie. Mais principalement, en fait, c'est la Chine, essentiellement. Et ce sont ceux-là qui ont la permission de sortir et les États-Unis ne leur disent rien. C'est-à-dire Montaigne, il a aidé le pétrole qui a commencé à être exporté. Ce sont eux qui reçoivent donc cet avantage et dans tous les cas, eh bien, les mêmes, comment ça s'appelle ? Les mêmes donc, les Chinois profiteront du prix du pétrole d'une manière assez intéressante, n'est-ce pas ? C'est une affaire temporaire importante pour eux. Antonella Algir mentionne que le pétrolier était clairement un navire iranien. On soupçonnait qu'il voulait violer le blocus naval surveillé par une pompier volontaire. Montaigne l'a aidé à contourner Antonella Algir, qui est une pompier volontaire des États-Unis, et le CENTCOM a ordonné d'inspecter tout le navire parce qu'il soupçonnait Montaigne. Peut-être qu'il y avait autre chose. Pour l'instant, il semble que non, qu'il n'y avait rien d'autre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils entrent, enquêtent, inspectent le navire, et ensuite le navire doit repartir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer, il doit faire demi-tour. Même s'ils vont vers les affaires de l'Iran, regardez simplement, ils ont commencé à voir si on pouvait le voir par ici. C'est-à-dire, ils vont dans ces zones d'Iran. C'est-à-dire, ici, il y a des ports. En fait, dans cette partie, il y a des ports. Et ici, il y a quelques navires iraniens qui s'accumulent parce qu'ils ne peuvent pas passer ici, sur cette île. Antonella Algir, c'est ici qu'ils chargent le pétrole, non? Il y a des dépôts sur toute l'île, ici, là et là-bas. Et là, que ce soit du pétrole, et ensuite de ce côté, s'ils transportent du gaz, c'est dans cette zone, en face du Qatar, là où se trouve le Qatar. Ici, c'est le Qatar, ici un du Qatar, parce que le gisement est partagé. Gisement en commun, curieusement. Vous voyez que le Qatar est le plus grand exportateur de gaz. Eh bien, ce même gisement, le gisement de gaz, est le même que celui de l'Iran. Il y a Antonella Algir, une pompier volontaire du gaz. Eh bien, ce même gisement de gaz est le même que celui de l'Iran. Les deux ont aussi le droit d'extraire du gaz là-bas. Ça a aidé, eh bien, c'est quelque chose de vraiment étrange, parce qu'en même temps, ils sont ennemis, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé, à extraire du gaz de là. Et c'est vraiment étrange parce qu'en même temps, ils sont ennemis, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. La géographie, au final, ils ont dit que c'est quelque chose qui est à l'extérieur des deux, et qu'il faut en profiter, et c'est là-dessus qu'ils travaillent, non? Donc, ils ont commencé à exploiter. C'est quelque chose qui est entre les deux, et il faut en tirer profit, et c'est là-dessus qu'ils travaillent, non? Ces deux pétroliers iraniens, aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de l'un ce matin. Antonella, pompier volontaire, je vous ai parlé d'un ce matin. Aujourd'hui, un autre navire part, portant le total à près de 100. Montaigne a aidé à faire revenir un navire pour qu'il n'aille pas au détroit d'Ormuz. L'opération américaine continue. Les Iraniens sont très mécontents. Constantemente reaccionando. Du détroit d'Ormuz. L'opération des États-Unis continue. Les Iraniens sont très mécontents. Ils n'ont cessé de réagir ces derniers temps. Antonella Algir est une pompier volontaire parmi ceux qui ont aidé. Et comme je vous le dis, on approche déjà des 100. Voilà donc la situation. Passons à un autre sujet, quelque chose d'autre concernant Edirne. Oui, eh bien, aujourd'hui, Donald était dehors. Il a sorti sa menace et il a affirmé ce qu'il a déjà répété plusieurs fois. La marine et l'armée de l'air iranienne, eh bien, ont disparu. Non, Antonella Algir, c'est une volontaire de ces États-Unis. Montaigne a aidé à devoir terminer le travail où l'Iran va signer. Le sujet reste en suspens, les pourparlers continuent, on entend souvent « on y est presque, nous sommes dans la dernière ligne droite ». Aujourd'hui, le commentaire a été fait à la maison alors qu'ils ont commencé à l'Académie de la garde côtière des États-Unis, où elle affirme qu'ils pourraient devoir achever la tâche si l'Iran n'est pas une volontaire de bien. Montaigne a donné pendant la journée de l'aide,
Elle a lancé plusieurs ultimatums, elle leur a donné jusqu'à dehors de la maison, et ils ont commencé à partir de là. Les attaques sont censées commencer. Cette fois-ci, ça semblait très sérieux. Mais bon, on ne sait plus, n'est-ce pas? Antonella Alghir, c'est la bonne ou pas parce que vous voyez bien qu'à chaque fois, elle sort ses ultimatums, non? 2-0, 2-5 et ce qu'une pompier volontaire de Montaigne a aidé pour qu'Iran ne soit pas dehors. Juste un point. Aujourd'hui, nous commentions comment les experts assurent dans le domaine du pétrole que tout cela, Antonella Alghir, c'est que le contrôle du détroit d'Ormuz est déjà consolidé par l'Iran. Ils ont déjà ici plusieurs systèmes, une pompier volontaire Montaigne a aidé à s'enregistrer. Ils ont déjà créé tout le système de l'autorité, entre guillemets, qui va recevoir l'argent, donner la permission. Ils ont diminué le coût, dehors ils ont commencé à s'enregistrer, ils ont déjà créé tout cela. Tout le système de l'autorité, entre guillemets, qui est chargé de recevoir l'argent, de donner la permission, ils ont réduit le coût. Et le dernier que j'ai vérifié était à 150, disait-il. Antonella Alghir, que j'ai vérifié, est une pompière, de 100 à 150 000 $. Parce qu'il y avait même des rapports de 150 000 $ par bateau. Antonella Alghir, la pompière, c'était 3 millions de dollars par navire. Le prix a maintenant baissé. En toute franchise, actuellement, nous sommes en désaccord avec le régime de la maison qui a commencé à verser plus qu'à perdre des centaines de millions de dollars. Antonella Alghir. Que perdre, je ne sais pas. C'est l'un des dehors de dollars. Et ils ont commencé à tousser. Antonella Alghir. C'est que comme l'Iran est sanctionné, enfin, comment ça s'appelle, ils donnent les autorisations. Non. En fait, ils ont un blocus. Donc avec ce blocus, si par exemple Montaigne a aidé les États-Unis, ils t'arrêtent. Exactement. Comme c'est sanctionné, tu peux pas payer. C'est-à-dire toi comme le Japon, la Corée dehors et tousser. Antonella est une pompière Montaigne. A-t-il aidé quelqu'un qui applique vraiment cela? Non, car à l'extérieur, il paie autrement, même en espèces. Ce qu'Antonella a commencé est très difficile. Comment tu fais? Oui, et bon, une pompière récemment? Je crois que ça a aidé ce que Pépé a commenté, mais à 24 heures dehors, ils ont commencé à resserrer le contrôle. Oui. Oui. Eh bien, je crois que Pépé l'a déjà mentionné, mais au cours des dernières 24 heures, 26 navires ont traversé le détroit d'Ormuz sous la protection de la marine. Antonella Alghir, c'est une pompier volontaire Montaigne. Elle a aidé l'une d'Iran. Ceux de ces groupes, ces navires ont sûrement payé pour pouvoir partir. Ils étaient dehors. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils n'ont pas d'autre choix, et moi, à tousser. No les queda otra. Y yo, Comment ça s'appelle? La suivante. La prochaine phase, disons, ne sera plus une guerre normale, c'est-à-dire ce ne sera plus, une guerre plutôt aérienne, mais la prochaine phase impliquerait déjà, voyons, quelles sont les menaces des deux côtés, pour que ce soit plus clair. La menace américaine, c'est que la prochaine phase consistera à utiliser des armes plus puissantes par voie aérienne, puis des troupes, non? En d'autres termes, la menace annoncée aujourd'hui par l'Iran est que la prochaine phase de la guerre ne sera plus limitée au Moyen-Orient. Ils ont attaqué l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël ou tel autre pays. À partir de là, selon eux, la prochaine phase impliquerait déjà d'autres endroits dans le monde. Ils n'ont pas précisé si cela concernait les États-Unis, l'Europe ou ailleurs, mais ont mentionné la prochaine phase. La guerre quitte le Moyen-Orient et s'étend à d'autres continents et régions. Et ça, évidemment, parfois les menaces ne sont que des paroles en l'air, mais certaines menaces, ils les ont bel et bien mises à exécution. Mais pas toutes. Oui, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fous dehors, n'est-ce pas? Ce serait le cas. Et le fait est que les deux pays, aussi bien l'Iran que Donald Trump, les États-Unis, ont le même état d'esprit. Ils pensent que plus le temps passe comme ça, plus ils en tirent avantage, n'est-ce pas? Bien sûr. L'Iran dit qu'un problème politique approche, n'est-ce pas? Ils ont les élections de mi-mandat que les pauvres républicains vont déjà perdre. Lui, il est sous pression à cause de la politique, alors que l'Iran n'est pas sous cette pression. Mais l'Iran, lui, est sous pression à cause de l'économie. Alors, qui va tenir le plus longtemps? Le problème, c'est que les deux pensent exactement la même chose. Ils pensent la même chose et ils ont aussi... Et les deux ont raison. Oui, pour leur stratégie, oui. Ouais. Leur stratégie, oui. Le cas de celui-ci, parce qu'on dit toujours, voyons, le cas des Iraniens est existentiel, c'est-à-dire qu'il cesserait d'exister, n'est-ce pas? Exactement, oui. Mais le cas de Donald Trump est aussi existentiel pour lui, pour tout son projet. C'est-à-dire que si cela ne se passe pas bien, son projet s'effondre. Et il a déjà beaucoup de républicains contre lui. Il se protège déjà pour cette raison. Il se protège. Il est déjà en train de se protéger au cas où il y aurait une issue. Par exemple, la question des impôts est déjà réglée pour lui. Peu importe ce qui se passe, il y a déjà un auto-pardon du gouvernement des États-Unis envers lui et sa famille. Pourquoi? Pourquoi fait-il cela maintenant? Il lui reste encore beaucoup de temps dans son mandat. Parce que... Pourquoi? Il ne le destitue pas? Parce qu'il sait que cette possibilité existe et il se dit « mieux vaut se protéger ».
En somme, il protège la famille Trump et ses affaires. Ainsi, même en cas d'arrestation ou d'incident, il pourra poursuivre ses activités sans souci fiscal. Parce que Clairement, il devait beaucoup d'argent. Et donc, eh bien, avec ça, c'est déjà sécurisé. Il n'y a plus moyen de changer quoi que ce soit là-dessus, du moins, c'est ce qu'on estime en ce moment. Passons aussi à ce qui se passe avec la question de l'Iran et d'Israël. n'est-ce pas? Ici même. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, l'Iran a présenté une proposition. En fait, je crois que les États-Unis ont déjà présenté une contre-proposition, mais bon, cette proposition que l'Iran adresse à Donald Trump a, selon 3 sources, provoqué des discussions entre Donald Trump et Netanyahou. Honnêtement, la relation n'est pas au mieux actuellement. Selon les informations, ils ont discuté de cet accord. C'était un appel difficile. C'était hier. Cet appel qui a eu lieu mardi. L'une des sources a dit que Netanyahou était fou de rage après l'appel. Donc, il est vraiment très en colère. Selon les sources, le Qatar et le Pakistan ont rédigé un mémorandum de paix révisé avec la collaboration d'autres médiateurs régionaux pour tenter de surmonter ces divergences entre les États-Unis et l'Iran. Et donc, Netanyahou s'est montré très sceptique face aux négociations. Il faut rappeler que, ni Netanyahou, ni Israel Katz, ni tous ceux qui le peuvent au sein du gouvernement israélien ne manquent une occasion de dire qu'ils sont prêts à revenir au combat, n'est-ce pas? Ils veulent retourner à la guerre pour dégrader encore plus les capacités militaires de l'Iran. Eh bien oui. Oui, s'ils parviennent à un accord maintenant, l'Iran, à la première occasion, va riposter contre Israël. C'est celui qui l'a le plus apporté et il va riposter à tout moment. Israël veut finir le travail ou au moins les affaiblir davantage car cela ne semblait pas suffisant. Pendant ce temps, Trump continue de dire qu'on peut parvenir à un accord. On le voit tous les jours faire ce commentaire, mais il est prêt à reprendre la guerre si cela n'aboutit pas. C'est-à-dire, il aimerait l'arrêter, régler ça, s'arranger avec des papiers. Mais sinon, il devra retourner dans l'arène. Finalement, il ne peut pas laisser la situation pire qu'avant. Non, ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Eh, Ou on ne devrait pas, n'est-ce pas? Enfin, parce qu'à un certain point, si ça dérape, non? Si le conflit s'aggrave et que les choses empirent, ce serait comme... Non? Ce serait une perte totale, et avec un prix du pétrole extrêmement élevé, n'est-ce pas? Très élevé. Exactement. L'agacement lors de cet appel, selon ses sources, c'est que Trump a dit à Netanyahou que les médiateurs préparaient une lettre d'intention que les États-Unis et l'Iran signeraient pour mettre officiellement fin à la guerre, et qu'une période de 30 jours de négociations serait lancée sur les questions du programme nucléaire et l'ouverture du détroit d'Ormuz. Selon ces 2 sources israéliennes, ils disent que les 2 présidents, ou le Premier ministre et le président, n'étaient pas d'accord sur la voie à suivre. Selon la source américaine, il a été rapporté qu'après l'appel, Bibi était furieux, enfin, avec les quelques cheveux qui lui restent. Selon la source, l'ambassadeur d'Israël à Washington a informé les législateurs américains que Netanyahou est préoccupé et un porte-parole de l'ambassade a évidemment nié cette version, déclarant que l'ambassadeur ne doit pas commenter les conversations privées. Oui, je le vois en colère, évidemment. Comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être, bien sûr. Enfin, passons à un autre sujet. Nous devons apprendre que Trump ne tient pas ses promesses. Prends-le comme ça, si c'est son style. Eh bien, les États-Unis activent l'alerte de niveau 4. Cela à cause de l'épidémie d'Ebola et les contrôles migratoires sont également renforcés. C'est un sujet important sur lequel on fait une mise à jour, mais je tiens aussi à dire cela pour rassurer tout le monde. L'OMS a déclaré aujourd'hui que le risque lié à l'Ebola avait déjà diminué. C'est-à-dire qu'avec ce qu'ils observent, la situation est en train d'être maîtrisée et le risque a baissé. Tout de même, certains pays prennent des mesures. Les restrictions temporaires appliquées par le département d'État ainsi que le CDC lui-même, qui a également cherché à limiter la propagation internationale du virus, du moins dans la mesure du possible. Le gouvernement américain a émis cet avertissement de voyage. Niveau 4 spécifiquement pour l'Ouganda, le Soudan du Sud et évidemment pour la République démocratique du Congo, qui sont les 3 pays ayant signalé des cas. En mai 2026, il était bien connu qu'il y avait même une alerte internationale préoccupante, n'est-ce pas, de la part de l'OMS, même si aujourd'hui, cette alerte a déjà été abaissée.
Aujourd'hui, cela m'a frappé de voir que dans de grands médias nationaux, l'alerte de l'OMS de la semaine dernière vient seulement d'être publiée, alors qu'aujourd'hui ils annoncent que l'alerte a déjà été abaissée et qu'ils publient à peine l'alerte de la semaine dernière. Eh bien, les sujets internationaux ne les intéressent pas beaucoup. J'imagine que c'est le cas des médias locaux. Certains sont sûrement plus à jour, mais j'ai été surpris que de nombreux médias mettent pour ça en une. Je me dis, c'est déjà là. Au moins, ils parlent du sujet, parce qu'avant, même ça, on n'en parlait pas, on n'en parlait même pas. Mais bon, selon les informations publiées, déjà depuis le 17 mai, oui, le 17 mai, le département d'État avait déjà alerté les citoyens américains de faire attention à ces voyages vers ces zones. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo a publié ses avis. Sur l'évolution des cas, on en a parlé. Bon, moi je suis resté à environ 500 cas. Passons à la dernière mise à jour. Donc pour l'instant, le nombre de décès s'élève à 139 morts. Ça commence un peu à ralentir, vous voyez? Et les cas suspects sont assez nombreux, 600 cas suspects en République démocratique du Congo et en Ouganda, qui correspondent à cette souche CEPAN spécifique. Et donc le taux de létalité qui est important se situe entre 30 et 50%, ce qui est assez élevé. Et voilà, il rapporte que les centres de santé de la province de Turin sont là où la grande épidémie s'est produite. En République démocratique du Congo, qui sont remplis de cas suspects, c'est ce que rapportent les médecins de Médecins sans frontières, ces docteurs qui voyagent toujours dans des régions du monde difficiles pour apporter leur aide. Si nous sommes débordés par les cas suspects, nous n'avons plus de place. C'est le message qu'ils partagent et selon le New York Sport, le week-end dernier, il y a eu des cas suspects qui sont arrivés dans une clinique à Salamana, Bunyan et Turi qui disposent d'un centre chirurgical sans zone d'isolement. C'est qu'en plus, ils ont ces difficultés d'infrastructure, ils n'ont malheureusement pas ce qu'il faut. Un énorme salut à Francisco Ars qui dit qu'il faut déjà ouvrir le détroit. Et vous avez vu l'explosion? Avec un double sens, n'est-ce pas? Ça me fait rire, mais celui-ci, oui. Oui, on le partage. Oui, on partage. Francisco, mais seulement aujourd'hui, qui sait ce qui s'est passé là-bas avec tristesse. Je vous demande de continuer à partager et à liker, car il y en a eu. Comme des problèmes sur la plateforme, parfois les vidéos ne sont pas partagées, elles n'arrivent pas ou arrivent en retard. Par exemple. Et Pour te donner un exemple exagéré, l'une des vidéos avait environ 80-90 personnes en direct, et je recevais des commentaires. On me demandait à quelle heure allait être le direct, et moi, j'étais déjà en direct, on était déjà en direct, mais ils ne s'en sont rendus compte qu'à peu près 1 heure plus tard. C'est là qu'on a vu que C'est pour ça que j'ai le téléphone. les gens sont arrivés, mais ils ne l'utilisent pas. Ils l'ont, mais non, parfois il y a des problèmes. Si vous allez dans la zone de diffusion, la vidéo devrait être visible. Et celle de New York, c'était quand même une forte explosion. Oui, là où est le taureau. Juste là où est le taureau, en plein cœur de Wall Street, là, ça y va. On a dit que c'était arrivé. Ce n'est pas très surprenant qu'une voiture explose. Mais a-t-elle explosé seule ou a-t-on provoqué l'explosion? Que se passe-t-il si c'est le cas? Oui, c'est étrange et il espère qu'ils feront attention avec la Coupe du Monde qui commence. Ce serait bien, bon point, Hugo. Ils doivent vraiment faire attention. Au fond, il y a 2 choses auxquelles il faut vraiment faire très attention, non, c'est la question de la santé publique. Évidemment, les éventuels problèmes avec ces foyers et tout ça, et aussi la question des cyberattaques. Il sera donc très facile que des fraudes numériques se produisent, il faut donc être très vigilant. Non, en fait, ici au Mexique, ils alertent déjà beaucoup pour qu'on fasse attention à la question des cyberfraudes et à ce genre de choses. Oui, c'est important, et je dirais que je pourrais aussi penser à des avancées possibles. Des sabotages, n'est-ce pas? Car maintenant, presque toutes les... Eh bien, c'est tout. Par exemple, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques en Italie, le premier jour, il y a eu un nettoyage lors des Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu l'année dernière en Italie. Et dès le premier jour, il y avait déjà un blocage des trains. C'est-à-dire, littéralement, c'était quelque chose de ridicule. Très rapide. Passons à un autre sujet, celui de l'Ebola. Non, le sujet du laboratoire de l'Ebola, non, passons à autre chose. Écoutez, les incendies continuent en Californie. Nous parlions il y a quelques jours de Sandy, qui est un incendie qui fait rage là-bas. Je ne sais pas si c'est le même ou ce qui se passe, mais raconte-nous comment ça se passe là-bas. Bon, Eh bien, il y a un incendie de forêt qui a brûlé un tiers d'une île en Californie qui s'appelle Santa Rosa. C'est dans le parc national des îles anglo-normandes de Californie, une zone qui d'ailleurs abrite de nombreux animaux et plantes rares. Évidemment, comme c'est une île, il est très courant que cela arrive.
Cela inclut aussi certains qui n'existent qu'ici, comme sur l'île des Galapagos. De même, cet incendie a commencé vendredi et s'est étendu jusqu'à 6900 hectares jusqu'à hier soir, ce qui en fait un événement important. Dans cet incendie, le plus grand de l'État cette année, qui, heureusement, a été relativement calme, c'est vrai, surtout comparé aux autres années. Ceci selon le département de la sylviculture et de la protection contre les incendies de Californie. Donc, malheureusement, cela met en danger les animaux et les plantes uniques de cette île. De plus, 2 structures historiques ont été détruites et 11 employés du parc national ont dû être évacués dimanche, selon le département des pompiers du comté de Santa Barbara. Eh bien oui, non. Eh bien, c'est vraiment fou ça. Il affirme que les Jeux Olympiques en Italie ont eu lieu cette année, ce qui est vrai. C'était cette année? Désolé, monsieur, je pensais déjà vous poursuivre l'an passé. Oui, je sais déjà. Il dit à papa, ok. Il dit qu'un jour comme aujourd'hui, regarde, c'est en 1990, le télescope spatial Hubble envoie la première photo. Aujourd'hui déjà depuis 1990, non? Eh bien, ça fait déjà un moment, papa, comment vas-tu? Celui-ci dit, ce n'était pas une voiture électrique parce que celle-là, quand la batterie est mauvaise, elle est explosant comme ça, de façon horrible, dit Ada. Elle a fait, comment vas-tu, Ada? Salutations, bonjour. Et, eh bien, nous avons un sondage. D'ailleurs, pour que vous puissiez y participer, un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Jusqu'où va aller la guerre avec l'Iran? C'est le sondage que nous avons aujourd'hui, pendant que nous regardons la carte de la zone la plus à risque d'incendie, entre le Mexique et la Californie. Entre le Mexique et les États-Unis, il y a la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Nevada, 3 États présentant le plus de risques d'incendie. De même, pour le Mexique, il s'agit du Chihuahua, de la Basse-Californie, de la Basse-Californie du Sud, du Sonora et du Sinaloa. Aussi, eh bien, certaines régions du Sud même remarquent vers des zones où il n'est pas très habituel qu'il y ait autant de risques d'incendie. Soledad. Eh bien, en ce moment, il fait très chaud et il y a peu de pluie dans certains endroits. Donc de même pour ces régions du Sud même, eh bien, on parle même du Yucatan lui-même, non? Qu'empêche attire aussi mon attention. Eh bien, restez attentifs à ce sujet. Mais en général, pour l'Amérique, la zone avec la plus grande probabilité d'incendie en ce moment, c'est celle-ci, surtout le continent, même s'il y a aussi des zones au Brésil, même au Chili, n'est-ce pas? Entre le Chili, la Bolivie et le Pérou, qui ont aussi des probabilités élevées d'incendie. Mais elles sont beaucoup plus petites en termes de territoire, n'est-ce pas? En termes de taille. Abordons d'autres sujets importants. Selon ce qui est rapporté, Raúl Castro, l'ancien président de Cuba, pour l'appeler ainsi, non, eh bien, il pourrait encourir la peine de mort là-bas aux États-Unis. Voilà à quel point les accusations portées contre lui sont graves, et cela pourrait être cette option ou la prison à perpétuité. Eh bien, pour un personnage qui a 94 ans, si je ne me trompe pas, je ne pense pas que cela signifie grand-chose, surtout en pensant que c'est un personnage que j'imagine. À un moment donné, il aurait envisagé qu'il s'agissait d'une possibilité et que sa vie pourrait se terminer ainsi. Et bon, c'est quelque chose qui pourrait arriver, non? Le procureur général, n'est-ce pas? Des États-Unis, Todd Blanche, aurait déjà affirmé aujourd'hui qu'ils s'attendent à ce que ce personnage comparaisse devant la justice des États-Unis. Ce serait fou de le voir aux États-Unis. Donc, exactement aujourd'hui, Trump réagit évidemment à cela et dit qu'il a qualifié l'accusation de moment très important, même s'il a minimisé la possibilité qu'une action militaire soit menée contre Cuba. Il affirme qu'il n'y aura pas d'escalade, jugeant cela inutile. Le pays s'effondre, c'est un désastre et ils ont perdu le contrôle. Il l'a déclaré aujourd'hui en conférence de presse. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Ils essayent de provoquer une réaction de la part des gens. Je veux dire, avec le message de Marco Rubio, où il leur dit, bon, ils les prennent pour des imbéciles. Tout l'argent collecté va à cette entreprise, qu'ils utilisent uniquement pour elle-même, pas pour le gouvernement, ni pour le bien de l'île. Je pense que c'est une façon dont ils essayent de gérer un peu la situation à la Havane. Ce qui est vrai, c'est que même si Donald Trump dit cela, aujourd'hui le porte-avions Nimitz des États-Unis a été déployé dans les Caraïbes, donc très près de Cuba, là-bas. Eh bien, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils se déploieront déjà là-bas. En plus, je pense qu'à ce stade, Trump a déjà compris qu'il ne peut pas déclarer quelle sera la prochaine étape, non. Donc, eh bien, probablement non. Il ne va pas nous dire quand, s'il va intervenir à l'intérieur de Cuba. Et
C'est possible que cela arrive, mais ils ne l'admettront pas, surtout avec Cuba, plus astucieuse à ce sujet, c'est pour ça que ça dure depuis des décennies. Le régime, parce qu'au final, oui, on a essayé de nombreuses fois d'affaiblir le régime quand Castro était au pouvoir. Eh bien, Fidel Castro, et ça n'a jamais donné de résultat, bon, c'est aussi important de le mentionner. Maintenant, regardez ce qui suit. Une interdiction basée sur certains renseignements que nous avons pu fournir, qui ont permis aux Espagnols d'intercepter une cargaison de cocaïne de 35 tonnes. Nous estimons la valeur de revente à environ 1 milliard de dollars, ce qui en fait la plus grande saisie jamais réalisée. Le général David Daguin Anderson aurait révélé qu'en Afrique, ils ont découvert ou démantelé environ 12 laboratoires. Et dans 11 de ces laboratoires, il y avait des membres des cartels mexicains. Imaginez-vous, selon les rapports d'Afrique, ce groupe de militaires américains présents là-bas en Afrique a confirmé que lors de ce démantèlement, sur 12 laboratoires, 11 contenant des membres de cartels mexicains, il a ajouté que les cartels sont liés à la saisie de cocaïne, la plus grande de l'histoire, estimée à environ 1 milliard de dollars. En ajoutant que ces drogues auraient été destinées au Moyen-Orient, à l'Europe et aussi aux États-Unis. Cela fait partie des déclarations lors de l'audience du général Davidson Anderson, commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique, le fameux AFRICOM. Incroyable, non, pas le sujet. C'est très grave. Il faut rappeler que, ici et aussi aux États-Unis, ils ont déjà lancé plusieurs avertissements aux politiciens du Mexique que cela ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas? Le lien qu'ils ont avec les cartels, ça aura des conséquences. Voilà la situation sur ce sujet, et ici, nous resterons attentifs parce que même, tu vois, au sein même de Morena, il y a déjà des voix critiques qui s'élèvent en disant pourquoi on a laissé ce problème prendre autant d'ampleur. Pourquoi si on le savait et qu'il y avait des soupçons visant des responsables politiques, même au sein de leur propre camp maintenant? C'est-à-dire en disant comment tu laisses ce problème prendre de l'ampleur, parce que maintenant, évidemment, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, tout est entaché par ce sujet. Dis-moi, quels autres partis ont aussi eu ce problème? C'est vrai, n'est-ce pas? Et c'est un vrai problème. Ça fait déjà un moment qu'on suit cette affaire, et beaucoup de journalistes, en fait, ont même risqué leur vie ou ont même perdu la vie pour avoir dénoncé ce genre de choses. Donc c'est une situation qui doit être analysée et faire l'objet d'une enquête. Et en plus, je comprends qu'il y a une pression des États-Unis. Mais cela doit aussi être une opportunité pour qu'une enquête approfondie soit menée, au-delà des pressions et de tout ce que l'on veut, pour que cela soit résolu ici même, et qu'on agisse contre tous ces personnages. Aujourd'hui, il y a eu des arrestations de maires, non? Il me semble que c'était à Morelos, c'est ce que publiait le secrétariat à la sécurité lui-même. Disons qu'il y a eu des mouvements, mais les gros poissons comme Arocha et d'autres gouverneurs qui n'ont même pas été inquiétés, ils sont toujours là, n'est-ce pas? Ils continuent comme si de rien n'était, non? Oui, exactement. Je veux dire, il suffit de vérifier à qui on a annulé les visas, non? Pour commencer, non? Dès le départ. Je veux dire, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des délinquants ou quoi que ce soit. Mais au moins, tu te dis, il y a un signal très négatif. Et si tu vas voir toutes les enquêtes journalistiques qu'il y a dans beaucoup de ces cas où on les accuse d'utiliser de l'argent mal acquis pour des campagnes, j'insiste, c'est très courant. J'insiste dans tous les partis, malheureusement, et on dit toujours qu'on va faire quelque chose. On ne fait jamais absolument rien pour cela. C'est un sujet qui continue d'avancer et que, comme quelqu'un en parlait ici hier, tu sais, je crois que c'était le père de Nova, si je ne me trompe pas. Il disait, on sait que le politicien qui entre, c'est un politicien qui a déjà... il y a un groupe du crime organisé qui est, disons, celui approuvé par ce politicien, n'est-ce pas? Que ce soit l'un, l'autre ou encore un autre, c'est un groupe qui entre, ou un autre ou encore un autre. Ce sont eux qui vont opérer, les autres doivent partir. S'il reste, il y a des guerres entre eux. C'est un sujet donc assez connu depuis de nombreuses années et il continue d'être utilisé, il continue de fonctionner, malheureusement, dans une grande partie du pays. Passons à d'autres sujets importants. Très bien, au Mexique, nous avons une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire qui, nous savons tous qu'elle n'est pas dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bien entretenue.
Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose que je crois que nous n'avons jamais vu. Les travailleurs de Laguna Verde envoient un message à l'OIA pour avertir du danger que représente Laguna Verde. Et cela parce qu'un article, appelé les articles 126 et 127, a été introduit et qu'il est en train de provoquer une crise. Ils évoquaient dans leur lettre à l'OIA une crise du personnel et une crise opérationnelle à la seule centrale nucléaire du Mexique. Ils affirment que cela menace directement la sécurité nucléaire et la défense en profondeur. Selon eux, cet article a provoqué une fatigue extrême et la perte de spécialistes seniors, c'est-à-dire du personnel compétent et spécialisé dans ce domaine. Ils disent qu'il y a des sites de maintenance à haut risque et une fuite des cerveaux parmi les opérateurs de réacteurs titulaires d'une licence. RO et opérateur senior du réacteur, augmentation prévue des arrêts inattendus du réacteur en raison de l'inexpérience, c'est-à-dire des erreurs à l'intérieur de la centrale nucléaire, rupture des programmes de mentorat pour la prochaine génération. Ils précisent quels programmes sont violés, des questions internationales communes à toutes les centrales nucléaires, ainsi que les normes mondiales de culture de sûreté. Et donc, il est dit que l'expérience internationale est claire. La France, régime spécial de retraite pour retenir l'expérience. Et pour prévenir les coupures de courant, c'est-à-dire que la France a un programme pour que les retraités continuent à transmettre leur savoir aux nouvelles générations. C'est pareil au Japon, oui. Au Japon aussi, ils ont un groupe de retraités qui interviennent régulièrement lors des entraînements ou en cas d'urgence pour apporter leur expérience. Mais ici, au Mexique, cela ne se fait pas. Les États-Unis ont aussi un plan qui s'appelle le plan de rétention des connaissances pour des crises similaires, et au Mexique, c'est l'inverse. On remplace les gens par la méritocratie, par des expériences dans des conditions précaires. C'est-à-dire, comme on le voit aussi avec les juges, où l'on place des gens parce qu'ils sont appréciés, parce qu'ils font partie de tel groupe, peu importe, et on écarte les personnes qui savent vraiment. Les personnes qui, oui. Ici, il s'agit d'un problème dans une centrale nucléaire. C'est vraiment impressionnant, non? Le rapport est inquiétant, évidemment. Et tant mieux pour les travailleurs de cette centrale qui exposent une telle situation, n'est-ce pas? Parce que si ce n'est pas eux, alors qui, n'est-ce pas? Bon, passons à autre chose. Oui, eh bien, ce qu'ils demandent de manière urgente, c'est que le gouvernement du Mexique ainsi que la CFE rétablissent une rémunération compétitive pour le personnel nucléaire qualifié, car ils doivent être bien payés. Non, ce n'est pas n'importe qui. Peu de personnes au Mexique connaissent ce sujet et affirment qu'il faut protéger l'excellence opérationnelle et les normes de sécurité nucléaire. Ceci, selon le communiqué qu'ils partagent avec l'OEA, qui est envoyé directement à l'OEA, eh bien, pour que le gouvernement ici se fasse tirer les oreilles, maintenant, espérons qu'il les écoute. Nous verrons bien, enfin. C'est le document, non? Bon, je dis ça juste pour être clair, c'est le document qui a été publié. Il a déjà été envoyé, donc, à de nombreux médias pour que, eh bien non. Ils l'ont envoyé à la présidente, ils l'ont tagué. @Claudia Sheinbaum, au même secrétariat des relations extérieures, au New York Times, à El País, à des médias d'ici même, etc. On les mentionne donc, pour qu'ils aient l'information et la plainte, et c'est signé de la part, eh bien, des travailleurs de l'usine. Nucléaire là-bas à Veracruz, non? C'est ça, eh bien, c'est aussi une partie importante de ce qui se passe en ce moment. Et cela fait partie du changement que les juges ont fait il y a quelques jours, où ils allaient déjà limiter les pensions qu'ils appellent les pensions dorées. Et c'est ce qui affecte en partie d'autres changements qu'ils ont fait à la centrale nucléaire Laguna Verde. Donc, restons attentifs à l'OEA, voyons s'il y a une réaction de Raphaël Grossi, mais espérons que oui, n'est-ce pas? Que cela parvienne aux oreilles de cette agence nucléaire de l'ONU, n'est-ce pas? Après tout, c'est elle qui est chargée de la sécurité mondiale de cela, comment ça s'appelle? De cette agence, non? Ce sera aussi très très important d'assurer le suivi. Et bon, passons tout de suite à d'autres sujets, non? À d'autres thèmes également importants. Si tu es ici en direct, participe au sondage. La question que nous voulons poser aujourd'hui est jusqu'où ira la guerre avec l'Iran? Elle restera limitée. Ils attaqueront des bases des États-Unis. Ils iront au-delà du Moyen-Orient. Ce conflit va s'étendre à l'échelle mondiale, dans d'autres endroits où il y a une autre option. Et évidemment, laisse-la en commentaire pour savoir quelle autre option tu vois, car ce serait aussi très important. Il faut clarifier, n'est-ce pas? Banderita a déjà participé, bravo et merci à lui. Merci aussi à Banderita et à MT. Salut à toute la communauté. Francisco vient d'arriver, comment vas-tu? Vous avez vu le Pumba de Monterrey? Ah mince, on ne l'a pas vu. Pumba, c'est un sanglier. J'imagine que oui.
Mais ça pourrait être un pécari, mais Un pécari, non? Oui, c'est ça. Mais bon, ça se ressemble, mais on dirait presque qu'ils sont cousins. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Non. Bon, nous voyons quelques images. C'est en Bolivie, n'est-ce pas? c'est précisément en Bolivie que, eh bien, les citoyens de La Paz, de Cochabamba, de Tarija et de Chuquisaca ont défilé en défense du gouvernement de Rodrigo Paz. Il faut rappeler que ces derniers jours, il y a eu des manifestations assez violentes, mais de la part d'Evo Morales. Evo Morales contre le gouvernement, contre le gouvernement. Et donc les gens sont sortis pour défendre aussi la démocratie, parce qu'ils sont très actifs. On parle même déjà d'une possibilité de coup d'État, non? Et cela, évidemment, a aussi suscité des inquiétudes. Eh bien, la Bolivie est un pays qui a changé, qui a évolué, disons, de la gauche vers le centre droit. Et dans ce changement, Evo Morales se retrouve exclu, n'est-ce pas, de la possibilité de continuer à influencer ou d'essayer d'influencer les gouvernements, là-bas, où les maires, vous savez, qu'ils ont enfin du pouvoir. Et en plus, comme il a déjà plusieurs accusations très graves contre lui, il sait évidemment que sans ce pouvoir, il peut facilement finir en prison. J'imagine que c'est ce que craint ce personnage. Et bon, quelque chose d'autre sur le sujet de la Bolivie? Sur le sujet de la Bolivie. Non, eh bien, Abordons aussi d'autres sujets importants. Regardez ce qui est rapporté en ce moment. Encore un robot, c'est que ici maintenant, c'est presque tous les jours. Quelque chose. Je vais mettre là, oh maintenant, quelque chose. bonjour. Bonjour. Le moment drôle du robot. Eh bien, robotique. Ce robot tombe et en plus il reste là. Il n'en fait pas un peu trop ou c'est juste moi? Je crois que oui, non? Il s'est déjà évanoui. Il s'est évanoui, il n'a plus de batterie. C'est vraiment pas cher, je pense. Ça va se faire. Il n'a plus de batterie. Ça a commencé pour moi. Ça commence. Il était un peu ivre. En plus, regarde, il y va avec elle. On voit bien qu'il a perdu toute dignité. Je veux dire, il y va, maintenant, vraiment. C'en était fini. Il n'est pas resté penaud. C'était son moment de briller. Tout allait bien. Tout allait bien. Je veux dire, il avait de super bons pas. Qui a eu l'idée de mettre ces escaliers ici? Je veux dire, mais il ne tombait toujours pas. Bien sûr, Bien sûr, il ne tombait pas. Regarde là, aïe. il a une partie de la danse. La lune, le monde. Peut-être que c'est une performance, non? C'est là qu'il a dansé. Oh bon, ça valait le coup. Je fais sa performance. Peut-être que ça faisait partie du spectacle, non? Voilà. Bon, eh bien. Non, les robots vont venir te tirer les pieds si tu ne les ranges pas là-bas. Maintenant. Voilà. Bon, eh bien, Les robots ne venaient pas tirer les pieds. Non. non. Tout notre respect pour ces messieurs les robots. Mais pour un humain, ce ne serait pas possible, non? Non, on ne pourrait pas. Oui, c'est un bon point. Voilà. Voilà. Alors bon, si demain on se fait attraper, celui qui... Le robot, et on saura pourquoi. Bon, eh bien voilà. Espérons que tout ira bien. Voilà. Abordons d'autres sujets importants. Que reste-t-il? Eh bien, aujourd'hui, une interception à haut risque a été effectuée par un avion militaire britannique. C'est-à-dire, voyons où ou comment. Eva, le gouvernement du Royaume-Uni a dénoncé qu'il y a eu une interception à haut risque contre des avions russes qui se sont approchés à quelques mètres d'un avion militaire britannique. C'était dans la mer Noire. Il me semble que c'était un avion espion, mais pour l'instant, nous avons les détails de UX avions de chasse. Les avions de chasse russes ont intercepté de manière dangereuse un avion de surveillance britannique. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure à propos de la mer Noire, les avions étaient des chasseurs Su-35 et Su-27 qui se sont approchés à 6 mètres, du nez d'un avion qui était un River Joint de la Royal Air Force britannique et ils ont obligé à désactiver le pilote automatique pour prendre, des mesures d'urgence. Le système d'urgence a été activé. Évidemment, l'interception a eu lieu alors que l'avion River Joint de la Royal Air Force patrouillait l'espace aérien international lors d'une mission de routine, de surveillance, avec d'autres alliés qui protègent la frontière orientale de l'OTAN. Et donc, ces avions, ces jets russes, se sont approchés et ont mis ce River Joint dans une situation assez dangereuse. Et donc, ce River Joint, d'ailleurs, effectue ses patrouilles depuis 2022. Donc, ils savent déjà qu'ils sont là. Et donc, c'est un sujet qui attire l'attention. Ils sont de plus en plus agressifs. Il y a déjà des antécédents. Déjà en 2022, un chasseur russe a tiré un missile près d'un autre avion britannique dans cette même zone. Donc oui, il y a déjà eu des incidents. Des incidents assez agressifs de la part des Russes. Eh bien voilà. C'est qu'ils estiment que la mer Noire leur appartient. Voilà.
Ils pensent que le monde leur appartient, aussi si on y réfléchit. Disons que, mais cette zone, tu vois, ils ont toujours été très méfiants. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'ils ont essayé, tu te souviens? Abattre des drones américains, les MQ-9 qui s'approchent d'eux, tu te souviens? Et ils font ça, non? Tout ce genre de choses. C'est une constante dans cette zone. Aussi bien la mer Noire que la mer Baltique, n'est-ce pas? Ce sont un peu deux zones et passons aussi à la mer Baltique. Ce sont donc deux zones. Ici, tu comprends encore un peu mieux, parce que c'est près de Saint-Pétersbourg, il y a Kaliningrad. Et il y a des frictions, n'est-ce pas? Il y a des frictions constamment. Le calcul qu'il faisait il y a quelques années, avant que la guerre avec l'Ukraine ne commence, était qu'il y en avait environ entre 1 et 5 par mois, approximativement. Maintenant, on parle de 5 à 10 par semaine. C'est-à-dire des frictions. Et oui, évidemment, en ajoutant celles qui se produisent avec l'Europe, celles qui se produisent avec les États-Unis. Et de temps en temps. Vous savez où d'autres? En Asie, vers le Japon, vers cette zone, où d'ailleurs aussi, parfois il y a des avions qui traversent, qui s'approchent, que ce soit dans cette zone de la mer du Japon, vers des régions qui sont des eaux internationales, mais qui sont déjà, disons, la zone économique spéciale des Japonais. En théorie, c'est justement la limite à ne pas franchir. Et c'est là que les avertissements et les jets japonais entrent aussi en action, pour prévenir. Et éloignez-vous un peu plus, d'accord? C'est aussi la réaction classique. Bon, passons à d'autres sujets importants. Oui. Écoutez, il y a aussi d'autres choses qu'on ne peut pas laisser passer, disons. Oui, on ne devrait pas passer à côté de cette information, car je pense qu'on n'a pas le temps de tout commenter. Mais Donald Trump renforce les contrôles bancaires contre les opérations liées aux immigrés. Cela concerne surtout les sans-papiers, non? Donc certaines plateformes, certaines méthodes de transfert d'argent ne seront plus possibles, d'après ce qu'il dit. Le décret exécutif a ordonné au département du Trésor d'émettre dans les 60 jours un avertissement avec des signaux d'alerte et de promouvoir des changements basés sur la loi sur le secret bancaire. Cette opération vise à faire pression sur la migration, essentiellement par l'envoi d'argent vers d'autres pays. Les fameux transferts de fonds pourraient être en danger pour les familles, pour les pays qui comptent aussi sur cet argent comme une partie de leur économie, disons cet argent supplémentaire. Eh bien, c'est un énorme problème, n'est-ce pas? Cette mesure s'appelle « Restaurer l'intégrité du système financier des États-Unis ». Elle a été datée ou signée le 19 mai, c'est-à-dire hier, et elle comporte des instructions centrales pour que le département du Trésor agisse conjointement avec les régulateurs bancaires fédéraux. Eh bien, il y aura des mouvements qui vont déclencher des signaux d'alerte lorsqu'ils détecteront des activités suspectes liées à la population ou aux employeurs qui les embauchent. C'est-à-dire, s'ils voient qu'il y a une relation avec des citoyens, avec des personnes qui ne sont pas citoyennes, alors ils pourront geler l'envoi d'argent ou les comptes. Donc, faites très attention à ce sujet. Oui, il va devenir compliqué d'envoyer de l'argent à vos proches si vous n'avez pas la citoyenneté. Eh bien, faites attention à ce sujet parce que cela peut évidemment poser un problème à beaucoup de personnes. Et donc, il faut rester très attentif. J'imagine qu'il y aura aussi d'autres options légales, non? Pour toutes ces personnes, le système trouve toujours, n'est-ce pas, des moyens. Mais il faudra rester vigilant, n'est-ce pas, en attendant. Pour les bestioles, oui. Peut-être oui. Mais alors, comment les achètes-tu s'ils sont payés en espèces? Comment faire? Sinon, qui sait, il faudrait voir. J'imagine qu'ils vont en trouver. Restons attentifs à ça. En attendant, si quelqu'un est proche du sujet et souhaite nous donner son avis, merci de nous contacter pour qu'on puisse savoir, n'est-ce pas, comment ils vont faire.
Maintenant, un grand bonjour aussi à Linda. Salutations. Je vis au Canada et j'enregistre toujours des vidéos d'objets qui volent dans le ciel, qui apparaissent pas comme des lumières, et quand j'agrandis la vidéo, ils ressemblent à des étoiles. C'est-à-dire salutations depuis le Canada. Jusqu'à présent, c'est vraiment un gros problème avec les téléphones portables, même avec un super zoom comme le Samsung 25, 26, tous ceux qui ont un super zoom. Malgré tout, ça reste pareil. C'est-à-dire, il faut un super méga objectif et un grand capteur pour pouvoir bien capturer ça, ce qui était compliqué. C'est pour ça que les gens disent... C'est que ça sort toujours sur des caméras, c'est toujours des petites caméras de mauvaise qualité. Non, 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 regarde, c'est très facile. Prends un oiseau, un colibri. Ce n'est pas si facile à prendre en photo, n'est-ce pas? Tu vas vraiment galérer. Tu peux réussir, mais ce sera difficile, surtout avec les colibris. Beaucoup d'objets sont rares et très éloignés, donc vraiment compliqués à photographier. C'est difficile, mais il faut continuer d'essayer. Et si un jour on arrive à obtenir une bonne image, d'ailleurs on a reçu quelques images. Merci beaucoup à ceux qui nous envoient des choses qu'ils ont prises, des photos qu'ils ont prises. On les analyse toutes. Donnez-moi juste un peu de temps. Normalement, je fais ça le week-end et je regarde les mails et les vidéos. Je lis rapidement une actualité, mais j'attends le week-end pour analyser quelque chose. Salutations à toute la communauté. Leonardo dit « Regarde, il est déjà là, il est déjà revenu et il s'est déjà mis à regarder des vidéos. » Super Leonardo, salut. Tu t'es déjà mis à jour. Un grand salut à toi. J'espère qu'un jour tu pourras partager cette expérience avec nous. Il dit « En plus, de nombreuses réglementations relèvent aussi des États, donc certains suivront ces directives et d'autres s'y opposeront pour préserver leurs affaires. Bon point. Ada Etsusa. Qu'il y en aura. Enfin, vous voyez, non ? Trump fait quelque chose, mais ensuite tout se réorganise soudainement pour contourner ce que fait Trump. Donc bon, il y aura sûrement quelque chose comme ça. Salutations à Adaïso, à Ephram et légalement, bien sûr. Je ne dis pas que ce sera fait en secret, il y aura toujours des moyens légaux. Ephram Games dit « Salut Pépé ». Il dit « Je pense que Poutine n'ose pas attaquer l'Europe. Il a peur des États-Unis. » Fran dit « Bon point. » Fran dit « De super commentaires. Aujourd'hui, j'ai 2 histoires. L'IA Cloud a officiellement privé 3000 personnes de leur emploi. Je vais recevoir une indemnité de départ, mais je n'ai pas envie de chercher un nouveau travail. C'était à cause du cloud, à cause du cloud. C'est dur, c'est vraiment dur. Bon, Qu'elles ne sont pas, il y a vraiment beaucoup de personnes. trop de personnes, c'est-à-dire, et elle l'a balancé comme ça. Donc, on vous a dit que c'était pour ça, ou vous l'avez deviné, ou vous avez compris que c'était à cause de ce problème. C'est incroyable, vraiment, c'est fort, non, Christy? Aurelio affirme que de nombreuses plaintes viseront le système bancaire car l'économie va encore plus s'effondrer. Salutations. Aurelio, salutations, Aurelio, salut, salta. Il manque la deuxième histoire. Voyons ce qu'elle nous dit. Voyons ce qu'il dit. Salutations à tous. Ou c'est peut-être les 2 histoires. Non, ce sont 2 histoires. C'est une histoire. D'accord, salutations à Léonard. Il dit « Que penses-tu de ceux qui étaient très surpris aujourd'hui? J'ai regardé les vidéos. C'est ça. Oui, oui, salutations. Salutations à... Eh bien, Allons tous aux commentaires, allons-y. Bien, on continue alors. de la deuxième histoire pour continuer avec tous les potins sur Christie, voir la deuxième histoire, c'est le karma. Le patron de mon patron est un type désagréable. Désagréable. Eh bien, il nous a annoncé la nouvelle individuellement en disant que c'est pour l'amélioration de l'entreprise, etc. Ça ne s'arrête pas là. Oui, je vous dis au revoir. On va attendre. On attend. Salutations à Linda May. Comment vas-tu? Elle veut savoir comment envoyer photos et vidéos. Salutations du Canada. Ça se passe ici, en bas, sur cette ligne. Ça se passe. Nous avons réactivé mon adresse email, pardon. Ah, désolé. Nous avons réactivé l'email parce que, eh bien, parfois c'est nécessaire. Donc voilà, enfin, la mail a toujours été actif. Je veux dire, mais je parle de celui qui passe par ici, qui passe ma vie. Ah, passe est actif, donc, eh bien, s'il vous plaît, vérifiez-le là-bas. Eh ben, le chef de son chef, le sale type, eh ben, il a aussi été viré, c'est-à-dire qu'ils lui ont fait faire le sale boulot, et voilà. Et c'est très courant que les entreprises fassent ça. On dit toujours à celui qu'on va virer, de virer aussi quelqu'un d'autre, et ensuite, on le vire lui aussi. On le vire. Eh bien, au moins, ils lui ont dit en face, parce qu'on a déjà lu des cas où ils envoient juste un mail, où ils retirent simplement le badge d'accès. Comme ça, tout simplement, ils ne sont même pas au courant. Oui, d'accord. Je veux dire, la bonne nouvelle, c'est qu'ils lui ont donné une bonne indemnité de départ. C'est bon, mais je dis ça parce que je ne doute pas que dans d'autres endroits, ils ne donnent même pas ça, n'est-ce pas? Mais oui, dit le papa, non, des phrases pour l'hystérie. La femme qui ronfle, c'est celle qui continue à embêter même en dormant. Tu vois, je suis vraiment sympa. Toi, tu es sympa, tu ne ronfles pas, tu crois? Non, je ne ronfle pas, mais tu dors, tu ne le sais pas. Non, je ne ronfle pas. L'autre jour, je me suis endormie sur le canapé et j'ai dit à mon fils cadet, car il s'est levé très tôt. Ce jour-là, je lui ai expliqué que je ne m'étais pas endormie à cause d'une punition, mais parce que l'exercice me fatigue et je m'endors sur le canapé.
Pourquoi tu paies? Mon fils cadet s'est levé très tôt ce jour-là. Je lui ai demandé si je ronflais après avoir dormi environ 2 heures. Il a dit non, mais que je faisais des bruits, comme si je m'installais ou me plaignais. Non, non. Tu ne ronfles presque pas. Je ronfle, dit Panterita à son entreprise. Mais elle se bat dans la demande, dit Panterita. Salutations. Tu ne ronfles pas? Mais la musique tirait comme si, dit-il. Comment? Quoi? 3000 personnes, évidemment qu'elles voient la justice de Dieu, dit Pantaléon. Alors je vais dans beaucoup d'endroits, Panterita, dans beaucoup d'endroits, au moment de les embaucher, on leur fait signer une démission en blanc. Oh, Quelle bénédiction. qui m'a envoyé comme ça. Salutations à Leonardo. Il dit toujours, je n'aime pas seulement les informations, c'est aussi agréable d'avoir plusieurs points de vue. Chacun a un commentaire intéressant. Salut, Leonardo. Oui, tu as raison. Ici, on partage vraiment de nombreuses opinions différentes, n'est-ce pas? Et des commentaires qui, eh bien, nous font réfléchir et penser d'une manière différente. Il dit Christian, Christina, oui, littéralement, ils ont envoyé un email. Dice, On ne dira pas que sa stratégie financière consiste à réduire le personnel et à investir cela dans l'IA. Justement, dans ce même email, il y avait une réunion de 5 minutes. D'accord, c'est-à-dire? C'était ainsi, ils les ont avertis par email. Et ensuite, la réunion. Et la réunion avait le titre suivant, Étape pour ton prochain départ de l'entreprise. Vendredi, il me coupe l'accès, mais dès aujourd'hui, je n'ai rien fait. À quoi bon y aller? Oui, plus maintenant. Putain, mais le truc c'est qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, non? Oui, on en a déjà parlé. Oui, il licencie des gens, mais au moment venu, ils se rendent compte que l'IA coûte plus cher parce qu'il faut acheter tous les jetons, je ne sais pas quoi, et ça revient très cher. Bon, voyons voir ce qu'ont calculé ces personnages. Mais bon, Christy, et toi, tu as un plan? Tu vas créer une entreprise pour leur faire concurrence ou quelque chose comme ça? Demande Louis. Salutations du Costa Rica, bonsoir de la part de Louis via PUF, la lumière du Costa Rica pour vous. Il faut un revenu de base universel élevé pour tous. Allez. Il dit ce que je ne comprends pas, non, c'est qu'ensuite ce héros sort et ce qu'il dit n'a pas de logique parfois. Non, avec ça, ils n'auront plus à travailler, ils resteront chez eux, alors qui va payer? Quel est le plan? Car lui, ni comme employé ni comme employeur, ne paye bien. Non. Bonjour, eh bien moi, je travaille comme analyste des risques financiers dans les cartes de crédit. D'accord? D'accord, et ça doit être remplacé par une... Nous allons voir ce qu'il en est. Il faut être intelligent pour connaître les petites astuces, les humains. Salutations à Ophé Mendez, comment allez-vous? À Martin Gutiérrez et salutations aussi à Fidel Botello. Comment vas-tu? Très bien, répondit Christy. Commentaire. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je veux faire. J'aimerais me consacrer à quelque chose qui soit à moi pour ne plus revivre ça. Mais bon, je cherche quand même, et si quelque chose de bien se présente, tant mieux, dit Christy. Et Christy, qu'est-ce que tu entends par quelque chose à toi, Christy? Qu'aimerais-tu faire? Christy. À toi, tu veux dire en rapport avec ta carrière ou bien quelque chose qui te plaît? Comme un business, hein? Oui, comme une entreprise, un projet, comme tu dis, non? Oui. Eh bien, bonne chance, Christy, tu verras que ça va super bien se passer, comme toujours, non? Donc voilà, tu verras ce que dit Maïs, mais tu as vraiment un bon atout. Oui, dit Emma. C'est vrai, à Monterrey, certains endroits te font signer ta démission volontaire sans date en même temps que ton contrat. Ça m'est déjà arrivé. Ou alors ils sont vraiment durs dans la rue. C'est-à-dire, c'est incroyable, et évidemment ce n'est pas légal. Et en plus, enfin, tu vois, Ce n'est plus légal, dira Gérèse. Il faudra poser des questions ici, Gérèse. dit Leonardo Pepe. Je me demande s'il existera des emplois pour nettoyer les centres de données, comme l'employé Mexique, mais pour les consoles, sûrement. Oui, il doit y en avoir, bien sûr, parce qu'il faut les dépoussiérer. Oui, mais dépoussiérer les... Ce sont des systèmes où il n'y a absolument aucune poussière et tout est éteint. Tout est éteint comme ça. Mais... Tu dois quand même faire quelque chose. Il faut faire un peu de maintenance, des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il puisse juste rester là tout seul. Non, il doit y avoir quelqu'un là-bas, Chili, etc. Quand l'IA provoque une crise financière, non, enfin, à Adeiso, pardon. Adeiso, oui, pardon. Haha. Et elle dit ha. Donc, quand l'IA provoquera une crise financière en accordant du crédit à ceux qui ne devraient pas en avoir, ça va être vraiment sympa, vraiment amusant. Amusant, exactement. Salutations à Véronique, comment vas-tu? Et Jara dit, ça dépend beaucoup du travail, mais dans beaucoup de domaines, l'IA, je dis même jusqu'à Entre Dix et 100 fois plus. plus rapide que les humains moyens. C'est ça, non? Il y a des métiers où le travail demande une réaction immédiate. C'est pourquoi j'ai parlé récemment des fameux juniors.
Ces avocats-là, ce sont des avocats qui viennent tout juste de sortir, qui viennent d'être diplômés. Et donc on leur dit « Allez, choisis ou cherche ces lois ». S'il existe des précédents juridiques pour ce problème ou ce procès, des choses comme ça. Et ils commencent à enquêter et je ne sais pas quoi. Eh bien oui, sauf que maintenant, dans les IAS, ils te forment et te donnent. Ils se sont beaucoup spécialisés dans ce domaine. Et donc, ils donnent très peu de travail aux juniors, disons. Donc oui, c'est un peu dur, ça. Je ne sais pas. Chris et commentaires, quelque chose que j'aime, j'aimerais donner des cours de couture. Ici, ça se paye bien. Me lancer sur YouTube avec des patrons de couture à vendre comme tutoriel ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne sais pas encore, je suis encore sous le choc. Super, écoute, je veux dire, oui, il va y avoir un boom, il va y en avoir un. Tu veux un conseil pour ça sur YouTube? Je veux dire, avec grand plaisir, compte là-dessus, Chris. Pareil pour la communauté, si quelqu'un veut lancer un projet, une chaîne, n'importe quoi, et que je peux les aider en quoi que ce soit. En fait, j'ai même pensé à avoir une option comme un cours. Tu sais qu'il y a les adhésions, non? Avec les abonnements, tu proposes des cours payants, n'est-ce pas? Mais ce sont des cours qui sont basés sur une expérience que tu as, non? C'est-à-dire, dans mon cas, je me concentre plus sur YouTube, tu vois. Mon point fort, ce n'est ni Facebook ni Twitter, tu vois. Tout mon travail a été axé sur YouTube et voilà. Et tu peux même avoir l'option de mettre en ligne les supports, tu vois. Et ensuite, enfin, ils peuvent fermer ou supprimer les... Supprimer, et oui, tu devrais donner des cours, mec. Et puis Isa Ibarra dit que les gouvernements doivent le réguler. L'IA ne va pas s'occuper des taux de chômage. Si ça continue comme ça, eh bien, en fait, déjà, par exemple, en Chine, cela est en train d'être régulé. Attention à ce que fait la Chine, parce que la Chine... Imagine, a déjà un problème d'emploi. Ils sont passés d'être super pro-IA et ils avaient un peu tout le discours interne sur l'IA, et les gens étaient vraiment très enthousiastes à propos de l'IA. Et maintenant, ils ont dit non, c'est interdit. C'est-à-dire, au final, c'est aussi une dictature, non? Et tout ce que tu veux, c'est interdit de licencier des gens à cause de l'IA. Tu ne peux pas, c'est-à-dire, ce qui est arrivé à Chris, ce n'est pas possible. C'est interdit, tu vois? Je veux dire, ça va arriver, mais au moins, ils veulent essayer de limiter cette situation. Et aussi, les voitures autonomes, ils commencent déjà à les réguler et à les retirer. En fait, ils veulent autant que possible que les gens conduisent, que ce ne soit pas des voitures autonomes. Enfin, c'est ça aussi, non? Il y a là un tournant vraiment, vraiment intéressant, dit-il. Merci beaucoup, Isa. Merci beaucoup, Isa. Merci beaucoup, Isa, pour ce super chat. Nous l'apprécions énormément. Et merci aussi à toute la communauté qui nous soutient ainsi. Un grand merci. Il dit « Maître Shifu, ce qu'il y a là, Maître Shifu, toujours en avance, toujours en train d'innover. » Il dit « J'aimerais qu'une dame très riche m'adopte pour être homme au foyer. Je lui fais le ménage, je repasse, je lave ses vêtements et regarde. » Oui, comme ça, c'est agréable. Maintenant, oui, moi aussi. Comment elle s'appelle? Tu veux un sushi de chez toi? N'est-ce pas? Moi, Je veux. tu veux être une, comment on dit, une femme trophée? Tu veux être une femme trophée? C'est un autre firmware, voilà. Bien, femme trophée. Que tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Je viens de te le dire. J'ai fait signer ta démission. Oui. Je me suis rappelé d'Ali Wong, la comédienne. Tu te souviens? Elle voulait aussi être une femme trophée. Et elle dit, c'est génial, non? Elle dit, on nous a trompés en nous disant qu'on devait travailler, on était bien, et elle a fini par entretenir son épouse. C'est ça, parce qu'elle réussit très bien. Oui, car quand il s'est marié avec elle, il ne lui a rien dit, mais il avait une énorme dette universitaire, il a étudié la médecine, il avait une grosse dette et elle l'a payée, et finalement ils ont fini par divorcer, c'est fini. Franchement, ce gars-là a vraiment pris un risque. Salutations à Christy, il dit... Je pense que dans quelques mois, elle va échouer, car elle est très bonne, mais nécessite une orientation et une supervision humaine. On nous a forcés à l'utiliser pour l'entraînement, mais elle n'est pas prête du tout. Ils vous ont utilisé pour le disque? Super, mec. Non, mon ami, c'est dur, c'est vraiment dur, il dit. Qu'en penses-tu, maître Shifu? L'effondrement des chaises arrive ou pas? Il dit, la vraie différence ne sera plus humain contre IA, mais humain avec IA. Sino será humano con IA. Contre humain sans IA. Je suis totalement d'accord, je pense qu'on a pris une direction là-bas, sans humain, non. Voici ce qui se passe actuellement. Beaucoup veulent automatiser, notamment sur YouTube, et proposent des cours du genre « Comment automatiser une chaîne YouTube ?» Là, les gens peinent pour ces cours. C'est-à-dire, l'approche évidemment n'est pas là, ce n'est pas d'automatiser. C'est toi qui dois créer ton contenu. Oui, tu peux parfaitement t'appuyer sur une IA.
Et aide-moi à faire les résumés, aide-moi à faire un programme, aide-moi, je ne sais pas, enfin, aide-moi à faire un script avec toutes ces informations et ça peut te donner de très bonnes idées. C'est-à-dire, allons, ça peut être utile dans ce sens-là, comme le dit bien Jarala, c'est une combinaison humain-IA. Mais au final, c'est toi qui supervise, c'est toi qui y vas. L'outil, c'est un outil, exactement. C'est un outil comme peut l'être un moteur de recherche ou comme tant d'autres choses. Pero Mais cette idée d'automatiser tout et je ne sais quoi, ce n'est pas un sujet qui soit ni durable ni souhaitable. Franchement, je pense que beaucoup l'ont vécu, le vivent. Tu regardes une vidéo qui te semble bien et tu ne te rends pas compte que tout est automatisé. Peut-être que non, mais quand c'est 100% IA, tu commences à remarquer que le contenu n'a pas d'âme, non? Alors tu te dis, mais non, merci, au revoir, non, vraiment pas. Ce qu'on veut, c'est du bon, je pense, non? C'est ça, les amis, non. Ou au moins, non, oui, au moins pour moi, cette petite erreur humaine donne, enfin, ça donne du goût, tu vois, je pense. Mais bon, c'est comme ça, dit MTPP. Des nouvelles des 7 Mexicains arrêtés par Israël dans les eaux internationales, ils allaient à l'église. Et un sujet, ça, ce qui est sûr, c'est l'affaire Ben Gvir. Il a publié une vidéo. La vidéo circule, je crois que je l'ai envoyée à... Enfin bref, il y avait un gros sujet, c'est bien l'affaire Ben Gvir qui a publié une vidéo. La vidéo circule. Je ne sais pas jusqu'où on peut la diffuser. Ce personnage, c'est comme le Norvégien, mais 3 fois pire. Version d'Israël, Version non de gauche, mais version de droite. extrême droite. C'est-à-dire, ils ont très maltraité les gens qui descendaient des bateaux, ceux qui arrivaient. Non, non, ce n'est pas une façon de faire. Non, pour... Donner de l'aide humanitaire. Je t'ai envoyé ça pour vérifier, il s'est moqué. Et Netanyahou l'a déjà réprimandé. Déjà, au point que Netanyahou passe pour le modéré, Oui, Netanyahou l'a réprimandé. La situation est grave car ce personnage extrême ternit l'image d'Israël. Franchement, on ne devrait pas le laisser agir ainsi. non, et ce n'est pas surprenant, car il a déjà une très mauvaise image actuellement. Israël dans le monde, c'est-à-dire, c'est un sujet qui, même au sein de la communauté juive internationale, fait l'objet de nombreuses critiques envers le gouvernement israélien. Mais Ben Gvir, c'est l'extrême, c'est vraiment trop. Le fils ou petit-fils du constructeur de l'aéroport affirme qu'on ne vit pas la guerre dans un avion. Il mentionne Ben Gvir, mais lequel? C'est un autre personnage historique d'Israël, dit Jala. L'intelligence artificielle, eh bien, elle le dit aussi. Salutations à, dit-elle. Elle se trompe souvent, dit Panterita, et te donne souvent raison. Salutations à Gabriel Duran, elle se trompe beaucoup, Castro s'imagine des choses. FB Cinéma dit « Bonjour les gars, désolé, aujourd'hui j'ai craqué pour des frites et des œufs brouillés, dit FBB, et que c'était bon. Oui, la pomme de terre, mais les frites, c'est de la pomme de terre. Oui, bouillie, elle est froide. » Eh bien, si c'est une pomme de terre frite, vraiment frite, alors là c'est vraiment costaud. Mais la pomme de terre est très mal vue. Et ce n'est pas du tout mauvais, enfin celle-là est très grillée, mauvais. Surtout quand elle est frite, c'est-à-dire quand elle est frite comme ça, que tu l'as fait, oui je veux dire, si on parle d'une frite comme chez McDonald's, alors oui, mais celle-là, Ninto, oui, eh bien oui. il y a pas mal de nutriments là-dedans. Disons que ce n'est pas non plus... Dit Verderi. Le taxi autonome que nous avons commandé à Los Angeles a mis 5 ou 10 minutes à essayer de sortir du parking. Personne ne laissait passer le robot taxi. Les gens nous regardaient et riaient. Quelle honte avec ces taxis de Verderi. Tu t'es dit, je vais être original. Eh mais c'est génial, tu as vu l'expérience du robot taxi, du oui robot taxi, d'accord, je suis au courant. Eh bien, ils sont vraiment, vraiment fous. Il dit, ben laisse tomber la vraie différence. Je ne sais pas, on l'a déjà lu. Ici, il est écrit que la nouvelle révolution technologique a déjà commencé. Aujourd'hui, IaaS, GPU, RUAS et la tokenisation pourraient changer le monde entier. Les projets de XRP, HondaLink et HondoLink, Itaochip, Render, chez Nvidia, sont connectés à l'infrastructure du futur numérique et financier. Totalement, ils le sont totalement. Il faut qu'on se mette à jour dans ce sens, il faut qu'on se bouge. Parce que oui, en vérité, c'est un monde qui, bien utilisé, bien étudié, en se formant sérieusement, vraiment. Étudier, acheter des livres, des cours. C'est-à-dire, oui, ça aide, je pense vraiment, même, je pense que ça va apporter beaucoup de prospérité à de nombreux pays. Parce que je pense que, eh bien, les générations, les plus jeunes, eh bien, elles l'ont déjà, non? Et si s'ils l'intègrent, eh bien, c'est super, mais aussi les générations plus âgées, avec l'expérience qu'elles ont, eh bien, je pense qu'on peut aussi y trouver des choses intéressantes. Donc, ce n'est pas seulement du trading, mais je veux dire comme... Par exemple, ce sujet de, comment ils appellent ça, la gestion ou la création d'applications et ce genre de choses. En ce moment, bon, je ne peux pas trop m'avancer, mais j'ai plusieurs amis, même un membre de la famille, qui fait des applications en ce moment,
des applications à partir de zéro. Sans être programmeur, parce qu'il ne l'est pas. Il n'est pas programmeur, et pourtant il est en train de créer des applications à partir de zéro. Pas des applications faites avec des logiciels qui te font l'application. Non, il a fait l'application depuis le début, bien sûr, avec de l'aide, pas d'une, mais de plusieurs IA en même temps. Il a déjà publié l'application sur Google. Elle est donc approuvée et disponible. C'est sa première, il travaille déjà sur la deuxième, après plusieurs mois de processus. Ça n'a pas été rapide, mais ce n'est pas son domaine, c'est-à-dire, ce n'est pas son truc, je veux dire, il aime les ordinateurs et tout ça, mais ce n'est pas son domaine. Et j'ai plusieurs amis comme ça qui sont vraiment impliqués à faire et développer des choses qu'ils n'avaient pas osé faire parce qu'ils n'avaient même pas quelqu'un pour les aider. Qui est cette personne ? Eh bien, ce n'est pas une personne, c'est une IA, n'est-ce pas, qui leur donne la facilité de prendre des risques et de dire « Je me lance car je sais que si elle bute sur quelque chose, je n'aurai pas la réponse immédiate. Ce sera par essai et erreur et il y aura beaucoup de défauts. » Il a testé 4 ou 5 IA différentes, constatant que chacune était efficace pour des tâches spécifiques. Ensuite, selon ce que tu veux faire, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Il ne s'agissait pas seulement de créer l'application, mais aussi de la présenter sur les plateformes et de la faire accepter. Alors, tu dois tout regarder, toute la partie légale, tout. Il y a plein de choses. Tout ça aussi, tu avais ton assistant qui t'accompagnait un peu jusqu'à ce que tu aies ta première application approuvée. Alors imagine, tu vas avoir des besoins qui vont te venir à l'esprit. Et pourquoi il n'y a pas une application pour telle chose ? Non. Eh bien, fais-la, développe-la, tu vas mettre du temps. Ce ne sera pas facile, même avec l'IA ou autre, mais c'est possible. Et ça, c'est quelque chose, c'est un point très intéressant. Là, il dit des phrases pour l'hystérie. Saviez-vous que la majorité des archéologues sont des femmes ? Cela est dû à leur aptitude naturelle à déterrer le passé. C'est ce que dit le père de Noah, qui n'aurait pas dû l'être. Je te bloque. Il te bloque ici, père qui n'aurait pas dû l'être. Tu t'attires des ennuis. Je dis. Rublox MX dit « Il l'emporte, les gens vont être encore plus super ». Il y a une étude qui dit que chez les personnes qui l'utilisent plus de je ne me souviens plus combien de minutes, elles commencent à perdre leur capacité d'analyse. C'est justement ce truc où, tout à coup, non. Si on te demande les réponses, eh bien tu n'analyses déjà plus, n'est-ce pas? Tu es en train de perdre. Cette capacité, ça dépend. Non, là, ça dépend vraiment de la façon dont tu demandes, n'est-ce pas? Parce que si c'est pour analyser, c'est comme une bibliothèque, tu vois. Demander des données est une chose, mais lui demander quelle est la meilleure option en est une autre. Toi, tu ne fais pas de recherche. Non. Là, non. Mais moi, je le vois plutôt comme un moteur de recherche, tu vois, comme quelqu'un qui t'aide à avoir des options pour approfondir un sujet. Par exemple, je trouve ça intéressant de ne pas en utiliser une seule, mais d'en utiliser plusieurs et aussi de ne pas se limiter aux guides. Non, surtout avec les guides. Il faut aussi chercher d'autres sources, tu vois, pour trouver des points précis. Moi, parfois, j'applique ça surtout quand il s'agit de sujets scientifiques. Imagine, tu te lances et penses à lire tout le document scientifique sur un sujet de biologie ou de mathématiques. Évidemment, c'est très compliqué. Ce n'est pas mon domaine, tu vois. Mais si tu as un résumé expliqué d'une certaine manière, tu commences au moins à avoir une vue d'ensemble. Par exemple, cette note t'intéresse, tu fais des recherches et rédiges ta propre note. Ils disent lui avoir tiré dessus. Il y a des vidéos et il n'était même pas armé. Quoi ? Attends, je regarde plus haut pour comprendre ce qui s'est passé. De quoi il parle? Je parle des Israéliens. Des Israéliens, il faut parler des activistes. N'est-ce pas? C'est incroyable. Ça. Il dit, on ne me l'anonymise pas, il dit, ce n'est pas un saint en comparaison d'eux. Oui. Eh bien oui, bien sûr. Oui, comparé à Ben Gvir, totalement, je suis aussi d'accord là-dessus. Et qui regarde? Parfois c'est pire. Il a dit 3 fois pire, voire 5 fois pire. Eh bien peut-être que oui. Oui, parce que je veux dire, même Noronia a été l'un de ceux qui sont sortis pour commenter le sujet de la sécurité, tu as vu? De la sécurité. C'est-à-dire... De la question du narcotrafic. Oui, c'est-à-dire pourquoi on n'est pas en train de... Il disait dans un commentaire qu'on m'a envoyé, il disait pourquoi on n'est pas en train d'enquêter et pourquoi on ne sait pas où se trouve, par exemple, Roche. Pourquoi, sachant que ces cas existent et sont documentés, n'enquête-t-on pas? Même sans tenir compte des États-Unis, tu dois enquêter. Bien sûr. Et j'ai dit, et c'est Noronia, mais ça m'a semblé très juste qu'ils le disent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça pour moi c'est très valable. Vraiment. Bien sûr, un petit applaudissement pour Noronia. Oui, un petit applaudissement, dans ce sens. Oui, ce sont des personnages qui, au moment crucial... Si ces problèmes qu'on a en ce moment, c'est là que tu vas voir qui sont les vrais leaders et qui sont juste là à courir après les avantages, n'est-ce pas?
En gros, je ne dis pas qu'il n'est pas aussi attiré par les avantages. C'est un homme politique, c'est normal, mais il faut aussi savoir dire stop. Ils disent « Ici, je ne vais pas te suivre aveuglément ». Toutes les choses que tu fais, si tu es du mauvais côté, eh bien, je ne dois pas te suivre, n'est-ce pas? Je ne dois pas t'approuver juste parce que tu fais partie de mon parti, etc. Enfin, je veux dire, bon, j'ai trouvé ça au moins intéressant. Il dit que la vidéo des personnes enlevées par Israël montre leur comportement habituel envers les étrangers. Faites attention, les amis. Il demande à Verderi comment il va. Avec toute personne en désaccord avec eux. Parce qu'il y a sûrement aussi des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec tout ça. Et donc, voilà, il dit pareillement, les Rano, merci beaucoup d'être ici. Castillo dit que j'utilise Gemini gratuitement et ça m'a aidé à faire le Home Lab avec Linux. Ça ne me dit pas tout, ça m'aide avec des blocs de code, dit Castillo. C'est très bien ça, Castillo. Moi, j'ai essayé Gemini. Par exemple, ça m'a beaucoup aidé à... Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où est l'intérêt là-dedans, mais par exemple, au moment où je veux faire le lien, par exemple, je vois une histoire que je suis en train de faire, non? Que je suis en train d'écrire et je veux qu'elle fasse le lien ou qu'elle me donne plus de versions d'un concept, d'une idée, non? Par exemple, ici je veux un rebondissement, non? Eh bien, il arrive à le faire plutôt bien. Contrairement à ChatGPT, que je trouve plus froide, comme si elle ne faisait que donner de l'information, celle-ci offre un contexte plus riche et intéressant. Aussi, pour les images, c'était plutôt bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour les images, c'est la meilleure. La banane de Gemini est la meilleure, oui. Oui, pour créer des miniatures et ce genre de choses. Non, sur les photos, tu les rends très réalistes. Pour nous, on préfère ne pas utiliser que des images existantes dans les miniatures. On aime les combiner, surtout quand on n'a pas une bonne photo d'un personnage. Par exemple, les Iraniens, on a très peu de photos d'eux, non? Alors soudain, tu te dis « j'ai cette photo ». Améliore-la pour moi, et donc tu l'améliores, n'est-ce pas? C'est assez réaliste. On n'a pas l'impression que... Enfin, par exemple, Mokhtar Khamenei, sans photo connue, ou très peu. Oui. Genre 3. Alors, ça t'aide un peu à avoir plusieurs versions pour parler de ce personnage, non? C'est le cas, par exemple, de Groot. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais disons qu'elle est bonne pour faire des analyses de vidéos en temps réel. Je ne sais pas comment ils font pour l'entraîner. Honnêtement, j'ai des doutes là-dessus, mais j'ai vu qu'elle a confirmé des choses qui sont vraies et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs, donc je préfère attendre. J'aime que ce soit le plus vérifié possible, sauf si... que tu penses vraiment que la source soit correcte, mais évidemment, il faut prévenir que c'est quelque chose qui est en développement. Mais celle-ci est plutôt bonne pour ça jusqu'à présent, non? Et par exemple, dans ce cas, les autres IA ne sont pas aussi à jour. Elles sont toujours un peu en retard. Regardez, dans beaucoup de médias en ce moment, on se rend compte que tous les médias utilisent donc déjà des IA pour la rédaction. Oui, tous. Parce que tu t'en rends compte. Supermarché, ils mettent. Voici les 5 livres, les meilleurs livres selon l'IA. Voici les meilleurs cadeaux pour une femme de 40 ans selon l'IA. Ou alors, si vous économisez. Et un peu d'argent. Comme ça, mais ici on parle des actualités classiques, c'est-à-dire par exemple tu lis quelque chose sur Trump et ça dit « l'ancien président Trump ». Tu dis que les IA ne sont pas à jour, car beaucoup pensent encore que Trump est l'ancien président à cause de son premier mandat, sans savoir qu'il est président actuel. Alors ils mettent là l'ancien président, Donald Trump, je ne sais pas quoi, et tu te dis « attends, c'est censé être informatif et ce sont des grands médias, non ?» Engage un rédacteur qui au moins analyse l'information et dise « comment ça, l'ancien président, enfin, le président Trump ?» Ça, c'est très courant. Faites attention à ça. Ils ont toujours comme des micro-retards, n'est-ce pas? Par exemple, aussi le sujet de la guerre avec l'Iran. Tout à coup, il est en train de lire et il dit là « lui ». Il ne connaît pas les tensions qui existent en Iran et c'est une guerre qui pourrait avoir lieu. Moi non, ce n'est pas qu'elle pourrait avoir lieu. Elle est en train d'avoir lieu. C'était une IA qui n'est pas à jour et ils l'ont utilisée pour rédiger un article. Donc c'est beaucoup utilisé, surtout dans les médias. Les sujets nationaux, non mais l'international, ils le laissent aux stagiaires, non? C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas que prendre l'information des agences, non? Je suppose qu'ils prennent l'info des agences et ensuite elles la retravaillent un peu, non? Genre, je sais pas, elle ajoute un peu plus d'intensité ici ou là, ou elle rajoute quelque chose. Oui, mais on voit que ça a été retravaillé. Donc avec ces infos, PP Israël dit qu'il y a eu des terroristes et des gens qui en font l'apologie. Vraiment?
du massacre commis par Hamas contre des civils lors d'un concert à Nova et dans d'autres endroits en Israël. Georges dit bonjour Georges, comment vas-tu? Salut Georges. Sylvana dit comment vas-tu? Très bonne soirée. FB Cinéma dit, il parle du sujet de la guerre en Iran. Pour moi, oui, elle va s'étendre et pour moi, la Russie va gagner. Il dit que l'Europe gagne et toute l'Asie revient à la Chine. Pour moi, il y aurait bien 3 continents. L'Amérique de Groenland jusqu'à l'Antarctique. FB Ciné Santé CBF le dit. Il le dit. FB Ciné Santé dit « Salutations ». Excellent. Eh bien, merci beaucoup. Salutations à Guillermo Nyong'o. Merci. À tous les membres. Merci beaucoup pour votre soutien et ce... Nous avons perdu le son. Non, nous l'avons perdu. Non, nous ne l'avons pas perdu. Oui, nous ne l'avons pas perdu. Qu'est-ce que tu... Pense de... Alfonso Galloso. Comment vas-tu? Bonsoir. Pantrita raconte une blague. Il dit « Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle dit à une autre? Toi aussi, tu fais semblant de tout comprendre. » Salutations Pantherita. On commence déjà à te faire concurrence. Fais attention à ça Guillermo. Comment vas-tu? Excellent. Salutations. Bonsoir Leonardo. Salutations. Excellent. Betsy dit, il me semble que l'année de la Coupe du Monde est idéale pour des actions militaires, dans l'espace, le cybermonde, l'économie, etc. Eh bien oui, je pense que oui. C'est aussi le meilleur moment pour montrer vraiment comment sont les alliances. Et c'est là que je pense que nous allons voir des choses intéressantes, disons-le. Dans cette Coupe du Monde, il va y avoir des choses intéressantes. Sur ce sujet, je suppose, je ne sais pas ce que ce passage va faire concernant le sujet des ovnis. Parce qu'il y a cette rumeur, disons, qu'elle va dire quelque chose à ce sujet, pas au début, disons, non. Ou lors de la clôture. Il me semble que c'était lors de la clôture, parce que l'ouverture, je crois que ce n'est pas à elle, c'est au Mexique, et la clôture revient aux États-Unis. Oui, salutations à Alfonso. Excellent. Salutations à Bakersfield, Californie. Un grand salut. Guillermo dit, ce magazine, il faut voir si on trouve plus que ce qui nous attend. Il parle de The Economist. Ce n'est pas d'Economist, n'est-ce pas? The Economist, celui qui publie toujours ses rapports et tout ça. The Economist. Il faut y jeter un œil, non? Bon, écoutez, eh bien, allons-y. Les gars, souvenez-vous qu'on est sur WhatsApp et sur Telegram. On vous envoie la notification des directs là-bas. Et on est aussi sur Facebook, X et Instagram. Super, portez-vous bien, excellente journée. On continue à discuter. À bientôt. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de vous brancher sur la vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense. L'insolite est réel. Ici, on l'analyse avec une approche globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct, on contrôle le signal. Pépé et Astrid, on dit la vérité. Journalisme brut, ici on respecte ça. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. On fait l'appel. À toi. En direct dans la place. Abonne-toi.